Donc, ben voilà, on se retrouve dans des circonstances un peu particulières. Voilà. Et donc, en fait, écoutez, j'espère que vous avez pu quand même passer un été, malgré les circonstances, prendre quelques jours de vacances ou dépayser un petit peu. Et voilà. Alors, je vais voir, est-ce que j'ai des craies? Voilà, là, il y a des craies. Super. Voilà. Alors, en fait, moi, j'ai passé en grande partie la période du Covid à écrire un livre avec Simon Bunel, qui est ici, et Céline Antonin, et qui s'appelle « Le pouvoir de la destruction créatrice », et qui sort normalement la semaine prochaine chez Odile Jacob. Voilà. Le pouvoir de la destruction créatrice. Donc, Aguillon, Antonin. Voilà. Donc voilà, donc il repose en partie sur les 5 années de cours que on avait faites, et on avait beaucoup travaillé avec Simon sur ces cours, et en fait on a développé pas mal. Donc en fait on va m'appuyer dans mes cours puisqu'en fait il y a quand même beaucoup de nouveaux matériels dans le livre par rapport au matériel des cours. Alors je pensais organiser on a 6 séances, et je pensais les organiser de la manière suivante. Aujourd'hui je vais vous parler de Covid et économie. Alors évidemment, maintenant ça devient un vaste sujet, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits depuis le début, depuis mars. Et donc là, je ne ferai évidemment pas justice à tout ce qui a été produit. Et en fait, en parlant de Covid et d'économie, je serai un peu amené à parler de modèle de capitalisme. Voilà, quel capitalisme on veut, et qu'est-ce que ça nous révèle sur comment on veut transformer notre système, et vers quel type de capitalisme, et quels sont les défauts de différents modes de capitalisme. La prochaine fois, je pensais parler d'automation, de vagues technologiques, et en fait se poser le problème, est-ce qu'il faut les souhaiter, est-ce qu'il faut les craindre, et en particulier la vague des technologies de l'information, de la communication et de l'intelligence artificielle, pourquoi il faut les craindre, pourquoi il ne faut pas les craindre, voilà. Est-ce qu'elles ont les effets sur la croissance et sur l'emploi qui étaient anticipés, pourquoi non? Et donc, on va pas là. Et en particulier, on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de taxer les robots? Et voilà, donc on va poser cette question-là, notamment à l'occasion de ce cours. Voilà. Le troisième cours va porter sur les inégalités. Donc, ça va porter sur inégalités et taxation. D'accord? Et l'idée, c'est vraiment de dire comment on peut faire pour rendre la croissance plus inclusive. D'abord, quel est le rôle de l'outil fiscal? Est-ce que c'est le seul outil qui vous permet de rendre la croissance plus inclusive? Est-ce qu'il n'y a pas également d'autres leviers qui sont complémentaires? Et jusqu'où il faut manier l'outil fiscal? Et comment le manier? Donc, on va se poser toutes ces questions-là dans ce cours. D'accord? Et en particulier, est-ce que... voilà, donc... on va se poser la question de qu'est-ce que permet l'outil fiscal, et jusqu'où et comment le manier, et quels sont les outils complémentaires de l'outil fiscal pour rendre la croissance plus inclusive. D'accord? Donc ça sera le troisième cours. Le quatrième cours, je vais parler de stagnation séculaire et de différentes explications pour la stagnation séculaire, mais je parlerai également de concurrence. D'accord? Et du rôle, de l'importance de la concurrence. Et un peu la question qu'on va se poser là, on va se poser plusieurs questions, parce qu'il y a eu plusieurs explications avancées pour expliquer le déclin de la croissance avant même qu'arrive le Covid dans les pays développés. Certains soutiennent que c'est purement une question de concurrence, d'autres soutiennent que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la concurrence, d'autres soutiennent que ça a à voir également avec les nouvelles technologies. Donc on va essayer de confronter différentes explications au phénomène de stagnation séculaire, mais ça nous amènera également à parler de concurrence. D'accord ? Et donc ça sera le quatrième cours. Le cinquième cours, je parlerai de mondialisation. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Qu'est-ce qu'il faut garder, pas garder? Comment la reconsidérer?
et je parlerai de migration également. Donc je parlerai d'échange de biens et services, mais également de mouvements de population. Et voilà. Et donc, est-ce qu'il faut craindre à nouveau? Est-ce qu'il faut se protéger contre la mondialisation? Est-ce qu'il faut la transformer? Est-ce qu'il faut la rejeter complètement? Donc, ça sera un peu tout le débat sur la mondialisation. D'accord? Et puis, ensuite, je parlerai, pour le dernier cours, de transition énergétique et comment reconsidérer le débat sur la transition énergétique. Quel est le rôle de la taxe carbone ou du prix du carbone? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont complémentaires du prix du carbone, les investissements, la politique industrielle? Ça m'amènera à parler aussi de politique industrielle, ce que je ferai également là. Et donc le thème de la politique industrielle reviendra plusieurs fois. Voilà, donc un petit peu, évidemment, on se posera la question là. Donc là, à chaque fois, il y a des idées fausses qui ont été émises. Par exemple, là, il faut l'idée de taxer, enfin peut-être fausse ou pas fausse d'ailleurs, mais l'idée ici a été émise que taxer les robots résout votre problème. Ici, l'idée a été émise que l'outil fiscal est le seul. Ici, l'idée a été émise que c'est purement un problème de concurrence qui s'est détérioré et qu'il suffit de casser les firmes et de faire pratiquer une politique de la concurrence comme on aurait dû faire avant, et que ce n'est pas dû à une question, à un truc technologique. Et je parlerai notamment de comment adapter la concurrence à l'ère de la révolution digitale. Et est-ce qu'il faut une politique de concurrence classique ou est-ce qu'il faut repenser la politique de la concurrence? Ici, c'est le débat sur est-ce qu'il faut le protectionnisme? Est-ce qu'il faut simplement revenir, mettre des tarifs partout? Ou est-ce qu'il faut... comment répondre, disons, à la concurrence accrue des pays, notamment des pays émergents? Voilà, quelle attitude adopter face à la mondialisation des échanges et de biens et de mouvements de population. Et là, transition énergétique, évidemment, donc le débat, ça sera notamment sur la décroissance. Est-ce que la décroissance est la solution à votre problème? Est-ce que la taxe carbone seule est la solution à votre problème? Et quelle combinaison d'outils peut nous permettre d'opérer une transition verte. Voilà. Et donc voilà un petit peu les questions que je pensais aborder pendant ce cours. Voilà. Alors je vais vous parler de Covid aujourd'hui. Et donc je commence là. Toujours un peu d'anxiété quand je commence, évidemment. Diaporama. Voilà, à partir du début. Voilà. Covid et économie. Donc d'ailleurs, déjà, mettre ça, c'est intimidant parce que c'est un énorme sujet. Si vous voulez, un petit peu, comment se sont passées les choses? Donc, est arrivée la crise du Covid. Et si vous voulez, d'abord, il y a eu des modèles épidémiologiques. Il y a eu notamment le fameux modèle de Imperial College à Londres, qui a commencé à faire des prédictions énormes, de dire, voilà, 200 000 morts, enfin, c'était des chiffres totalement terrifiants. Et une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que, évidemment, les modèles que font les épidémiologistes ne prennent pas en compte le fait que vous portez un masque aujourd'hui, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prennent pas en compte que vous êtes assis comme vous êtes assis, ne prennent pas en compte le fait que l'être humain réagit et, en prenant des mesures de santé publique, des mesures, disons, que la société réagit plus ou moins différemment à un choc de ce genre. Et évidemment, il faut prendre en compte, un bon modèle est un modèle qui doit prendre en compte à la fois le côté purement épidémiologique et puis également le fait qu'il s'agit d'une population intelligente qui réagit avec une société civile qui s'articule à l'État d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, à partir du moment où tu fais ça, tu ne prédis plus 300 000 morts, tu en prédis 20 000 ou 30 000. Voilà, c'est différent parce que tout d'un coup, la population réagit. Et c'est là que les épidémiologistes commencent à parler aux économistes, parce que les économistes, ils s'intéressent aux interactions, ils s'intéressent aux effets des politiques, ils s'intéressent à comment l'État et la société civile réagissent, et comment ça doit être intégré au modèle épidémiologique. Voilà, donc ça, il y a eu pas mal de travaux. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai, on a une page web du cours, non? Donc je mettrai un certain nombre d'articles qui ont été produits, notamment aux États-Unis, sur des modèles qui intègrent des comportements et notamment des interactions humaines dans des modèles épidémiologiques. Voilà. Moi, je vais faire quelque chose de très très simple et je vais me poser la question de qu'est-ce que c'est, représenter de la manière la plus simple possible le choc économique qu'a représenté le Covid. Et ensuite, je vais me poser deux types de questions
je vais demander, voilà, expliquer pourquoi les gouvernements ont réagi comme ils l'ont fait. Alors, il y a des différences d'un pays à l'autre, mais on verra quand même qu'il y a des points communs. Et donc, faire vraiment de la macroéconomie de base, vous voyez, dire, voilà, je vais faire un modèle très simple de macroéconomie pour expliquer un peu la logique dans la façon dont les gouvernements ont réagi, disons, pour minimiser l'impact économique à court et moyen terme du Covid. D'accord ? Donc ça, c'est la première partie de ce que je vais faire. Et la deuxième partie, c'est je vais me poser la question, le Covid, en fait, ça a été un révélateur. On s'est rendu compte avec le Covid qu'il y avait des choses dans nos sociétés qui ne marchaient pas. Et les problèmes et les déficiences étaient antérieurs au Covid. Voyez, donc, je reviendrai là-dessus. Aux États-Unis, évidemment, ils n'avaient pas besoin du Covid pour savoir qu'ils ont un modèle social qui ne marche pas très bien. On a vu le chômage grimper, vous verrez, je vous montrerai des figures, les taux de pauvreté grimper, les taux de perte de couverture maladie grimper. Donc voilà, donc ça c'était très intéressant de voir. Et alors que dans nos pays européens, c'est vrai qu'il y a eu montée du chômage, mais l'impact sur la consommation, sur la couverture santé et sur la pauvreté, encore qu'il y a eu des articles que j'ai vus récemment sur le taux de pauvreté, a été quand même moins important qu'aux États-Unis. Donc ça c'est intéressant. Donc déjà une première chose, c'est que le Covid a montré les faiblesses, disons, du modèle social américain. Donc ça on verra un petit peu Mais par ailleurs, le Covid a révélé des choses dans d'autres pays. Dans certains autres pays, il a montré le problème du manque de liberté d'expression, par exemple. Voilà, suivez, c'est la Chine ou d'autres pays, et où, en fait, évidemment, ça a été même un énorme problème, puisque le manque de liberté d'expression et la censure et l'autocensure ont contribué fortement, disons, au développement de l'épidémie. Et puis, il y a évidemment, dans nos pays à nous, le contraste France-Allemagne est très important. Alors évidemment, on a eu des clusters, les Allemands en ont eu aussi, on en a peut-être eu davantage qu'eux, et il y a des caractéristiques qui sont propres au pays, mais c'est vrai que ça a révélé en France aussi des faiblesses de notre appareil productif et de l'organisation de nos sociétés. Et donc, je parlerai un petit peu de ça. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, le Covid est en même temps que ça a forcé les gouvernements à réagir, pour minimiser les conséquences économiques de cette épidémie, ça a également servi de révélateur à des choses qui n'allaient pas. Par exemple, aussi, une chose intéressante, c'est que j'ai dit des choses négatives sur les États-Unis, mais une des choses positives sur les États-Unis, ils ont un très bon système d'innovation, bien meilleur qu'en Europe. Donc, je vous le montrerai, tout ça. Et donc, ça a révélé la nécessité, eh bien, en Europe, et d'ailleurs, la commissaire... La présidente de la Commission européenne a récemment fait des propositions pour justement doper l'innovation et la recherche, voilà, dans certains domaines, notamment dans la biologie. Et donc ça, c'est le Covid aussi a servi de catalyseur pour dire, voilà, il y a des choses chez nous, des insuffisances, et donc on peut regarder. Donc évidemment, comme il y a toute une littérature, je ne peux pas rendre justice à cette littérature, il me reste 1h03, mais je vais commencer à vous donner quelques éléments. Voilà. D'abord, je voudrais dire, voilà, donc qu'est-ce qui se passe alors, le tout début, j'utilise beaucoup quelqu'un qui est un grand pédagogue, et qui est Olivier Blanchard, qui fait donc toute la première partie de ce que je vais raconter, très basée sur des choses que raconte Olivier. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est... Bon, donc, on regarde un peu qu'est-ce que c'est que cette crise. Donc là, on sait que le nombre de décès augmente très fortement en Europe à partir de début mars. Les États-Unis suivent quelques semaines après. En Europe, le nombre de décès donc, augmente jusqu'à atteindre un plafond de 4000 morts par jour début avril. Et donc, on voit le plafond de 4000 morts, là, vous le voyez, c'est la courbe en rouge, et qui culmine à peu près à 4000 tout début avril. Et vous voyez la courbe américaine. La courbe américaine, elle culmine plutôt vers la fin avril, vers la deuxième moitié d'avril, et elle culmine à peu près à 2700 à 2500, 2600 décès par jour. D'accord ? Et donc ça, vous voyez, et le nombre de décès se met à baisser. Donc le minimum est atteint. Le minimum est atteint en juillet, et puis vous voyez qu'aux États-Unis, en Europe, ça reste à peu près plat pour le moment, mais aux États-Unis, ça repart un petit peu, mais pas au niveau équivalent, évidemment, parce qu'on sait mieux, à la fois, les gens savent mieux se protéger, et puis on sait mieux traiter, on sait mieux, voilà, il y a des erreurs dans le traitement qu'on ne fait plus.
Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir, donc ça, bon, ça vous le saviez, mais évidemment, on n'est pas allé du tout dans les chiffres de... c'est très en deçà quand même, c'est dramatique, mais c'est en deçà des prévisions de Imperial College. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on observe. Alors donc ça, c'est les décès. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, ce qui a provoqué la crise économique, ce n'est pas les décès directement. Ce sont les mesures de confinement destinées à éviter une augmentation dramatique du nombre de contaminations et du nombre de décès. C'est ça qui a provoqué la crise économique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. C'est que d'abord, alors d'abord, je vais vous montrer, d'abord vous montrer je vais vous montrer avant de regarder ce qui s'est passé, je vais vous montrer ce diagramme. Alors ce diagramme, c'est toujours Blanchard. Donc vous regardez, donc en fait, on aimerait avoir des statistiques quotidiennes sur le PIB, mais ça, on ne les a pas. Et donc, en l'absence de statistiques disponibles sur le PIB sur une base quotidienne, sur une base journalière, eh bien, la mesure qui est utilisée dans cette figure, c'est la Google Mobility Index. Qu'est-ce que c'est que la Google Mobility Index? La Google Mobility Index, c'est un indice qui est construit à partir de données de smartphones. Vous savez, les gens font leurs courses sur des smartphones, et donc on regarde, à partir des smartphones, on arrive à reconstituer eh bien, les déplacements que font les gens pour effectuer des achats, ou les déplacements qu'ils font pour se rendre à leur travail. D'accord ? Et vous voyez de manière incroyable, c'est que la mobilité, cet indice de Google, donc ça s'appelle Google Mobility Index, Google Mobility Index, et vous voyez que ce Google Mobility Index, il chute dramatiquement en France et en Italie. Vous voyez, c'est moins de 70%. Vous vous rendez compte ? La mobilité, cette mobilité-là chute de 70%. C'est énorme. Et si vous regardez l'Allemagne, c'est à peu près 50, et les États-Unis, c'est à peu près 40. Voilà. Mais c'est considérable. Donc voilà. Donc vous voyez que donc ça implique, ça suggère une perte d'activité très importante. D'accord ? Alors évidemment, vous pouvez dire oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais plusieurs choses sont passées en télétravail ou en téléachat. Et effectivement, les chiffres sont moins catastrophiques si vous regardez le PIB. Alors le PIB, vous ne l'avez pas sur une base journalière, mais le PIB, vous l'avez voilà, en moyenne sur des trimestres. Donc vous avez le quatrième. Donc vous partez vous prenez en fait, ce que je fais, c'est je regarde ce tableau-là montre le niveau de PIB pour chaque trimestre par rapport au dernier trimestre 2019, d'accord ? Et vous voyez quand même que c'est assez dramatique. Alors vous pouvez penser que c'est très peu. Par exemple, s'il est au niveau 100, si les États-Unis sont au niveau 100 au dernier trimestre 2019, il tombe au niveau 90 au second trimestre 2020. La France, elle part d'un niveau 100 en dernier trimestre 2019 et elle tombe à un niveau 81. Alors, ce n'est pas 70%. Ça veut dire que le PIB, il baisse entre 10 et 20%. Mais c'est quand même énorme. Parce que si vous regardez les effets de la crise financière de 2008, les États-Unis passent de 100 à 0,96. Donc, c'est 2 fois pire que l'impact sur le PIB que la crise financière de 2008, quoi. Donc c'est énorme, ça ne vous paraît rien du tout, mais c'est gigantesque. Nous, on a une perte de 20, près de 19%. D'accord ? Donc c'est gigantesque. Mais effectivement, on arrive à des chiffres qui sont entre 10 et 20, et qui évidemment sont très inférieurs à 70% ou 50%. D'accord ? Alors là, ça veut dire que donc déjà, ça vous dit une chose importante, c'est qu'effectivement, vive le télétravail et vive les téléachats. Parce que s'il n'y avait ni l'un ni l'autre, vous auriez eu des baisses de PIB comparables aux chiffres de mobilité. Et là, quand même, grâce au téléachat et télétravail, le PIB, je dirais entre guillemets, n'a baissé que de 10 ou 20%. Il aurait pu baisser de 50%. D'accord ? Donc ça montre quand même l'importance du télétravail et du téléachat. D'accord ? Alors maintenant, je vais poser la question,
Et regardez l'emploi. Alors le chômage, là c'est la cata, mais on reviendra sur le taux de chômage, évidemment. Regardez le taux de chômage qui se met à grimper aux États-Unis, mais il grimpe partout. Mais aux États-Unis, il n'y a pas les mesures sympathiques de chômage partiel et qu'il y a eu chez nous, quoi. Donc, mais il y a eu d'autres choses, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, donc le taux de chômage grimpe, là. Ça, je ne sais pas ce que le truc veut dire, mais c'est important, c'est ça, quoi. Donc, vous voyez vraiment le taux. Je reviendrai sur le taux de chômage américain, d'accord? Donc, ça, c'est... Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi il y a eu cette baisse. Pourquoi il y a eu cette baisse d'activité. Donc moi, ce que je vais faire, le cours aujourd'hui, c'est en deux parties. La première, c'est comment minimiser le coût économique à court terme et remettre l'économie sur pied. Et la deuxième partie, c'est comment repenser notre modèle économique et social à plus long terme. D'accord ? Et c'est de ça que je vais parler. Et évidemment, chacun de ces sujets, on peut dire beaucoup plus que ce que je vais dire. Moi, je veux juste vous donner quelques éléments pour vous réfléchir et continuer à réfléchir par vous-même. D'accord ? Alors, je vais parler de la réponse à court terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la réponse à court terme, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé en termes... Qu'est-ce que c'est que ce choc? Pourquoi le PIB a baissé? Le PIB a baissé d'abord parce qu'il y a eu un choc d'offres. Qu'est-ce que c'est que ce choc d'offres? Il y a eu d'abord, dans un certain nombre de secteurs, eh bien, le confinement a obligé des fermetures de restaurants, d'hôtels, de lignes aériennes, etc. Et du coup, de manière forcée, la production a baissé et l'emploi a baissé, puisque les gens ne pouvaient plus... il y avait des secteurs dans lesquels le télétravail ne marchait pas, donc ça a forcé... En tout cas, la production a automatiquement, dans ces secteurs, baissé et l'emploi a baissé. Donc ça, c'est l'effet sur l'offre, vous voyez, et il y a eu des faillites. Donc voilà, donc ça, c'est le choc premier. Donc si vous voulez, le choc, il y a un certain nombre de secteurs qu'on appelle des secteurs affectés. En fait, tous les secteurs sont affectés, mais moi, ce que je vais appeler les secteurs directement affectés, c'est ça que je veux dire. Il y a des secteurs directement affectés où immédiatement, on était obligé de fermer, quoi. On ne pouvait pas opérer, d'accord? Ça, c'est les secteurs directement affectés. Qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs? La production chute, évidemment. L'emploi baisse de manière forcée, il se passe des faillites, etc. Donc ça, c'est un effet. Et en fait, du coup, à cause de tout ça, donc si vous voulez, vous avez le choc d'offres. Le choc d'offres fait que l'emploi, la production va baisser. La production baisse dans les secteurs exposés, dans les secteurs directement exposés. OK, donc l'emploi baisse, l'incertitude augmente, donc les gens veulent consommer moins, parce que d'abord on consomme moins parce il y a assez bien qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas voyager, et puis aussi on a peur de consommer, d'accord? Et donc tout ça va produire un effet de demande. Donc quelque chose qui est au départ un choc d'offre, va avoir un effet de demande. Comme l'emploi baisse, il y a moins de revenus, et que l'incertitude augmente, eh bien, les gens ne vont pas vouloir consommer. Et la demande va baisser. Et alors ça va affecter pas seulement les secteurs qui étaient directement affectés par le choc, ça va affecter toute l'économie. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est de représenter l'économie comme en deux diagrammes à chaque fois. Il y a la partie des secteurs exposés directement, et puis il y a la partie des secteurs qui ne sont pas directement exposés, où je pourrais voir les effets induits du choc initial. D'accord? Alors à ce moment-là, quelle a été la politique, la réaction macroéconomique? La réaction macroéconomique, c'est d'abord de dire que, pour réduire les conséquences du choc d'offre, on va essayer de réduire notamment les conséquences sur la demande. On va d'abord maintenir des entreprises en vie, comme on peut, donc le chômage partiel, donc les garanties de prêts, etc. Et puis, on va également donner des garanties de revenus à tout le monde pour faire en sorte que les gens ne tombent pas en pauvreté, ou le moins possible, et donc de garantir qu'ils puissent consommer quand même. Et voilà. Et donc, c'est ça qui explique notamment que malgré une chute du PIB en France de 11%, eh bien, la consommation n'est baissée que entre 2 et 3%. Donc, c'est que ces mesures ont été efficaces de ce point de vue-là. Donc, voilà ce qu'on essaye de faire. Et alors, évidemment,
par ailleurs, donc, ce qu'il voulait, on veut vraiment limiter les effets négatifs du choc d'offre qui arrive dans les secteurs affectés sur la demande dans les secteurs non affectés. D'accord ? Alors, pour ça, il va falloir, eh bien, quand je dis politique macroéconomique, eh bien, je reviendrai là-dessus, c'est un mélange de politique fiscale et politique monétaire. Et donc, il y a la combinaison des deux. Politique fiscale et politique monétaire, d'accord ? Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça en détail. D'accord ? Voilà. Donc, voilà ce que donc, je vais vous expliquer, je reviens sur tout ça. Donc, ça, je vous donne un peu le... Alors, je reviens là-dessus. Voilà, donc la réponse à court terme. Alors, je vais faire un tout petit peu, mais je vais vous imposer très peu, mais c'est vraiment l'intuition de tout ça, d'accord ? Donc, vraiment, il y a très peu de maths, et les maths, je vous le fais de manière en body language, hein, donc il n'y a aucun problème. Je vous avais eu bien pire que ça dans les années précédentes. Là, vraiment, ça va être tout gentil, et c'est très, très simple. Voilà, l'idée sont très simples, et tout va se faire avec des courbes très simples. Alors, j'efface ici, voilà. Donc, en fait, il y a un modèle keynésien. Donc, quand on veut regarder les politiques à court terme, on considère qu'à court terme, eh bien, les prix et les salaires ne s'ajustent pas, de sorte que vous n'avez pas plein emploi des facteurs, d'accord ? Vous avez, et essentiellement, à court terme, c'est la demande qui détermine l'emploi et la production, quoi. Voilà, parce qu'à long terme, les prix s'ajusteraient pour égaliser l'offre et la demande. Et donc, à long terme, c'est l'offre de facteurs de production qui déterminerait l'offre. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Y, ça serait une fonction de l'emploi total et du capital total dans l'économie. Mais vous êtes à court terme, et donc à court terme, vous n'avez pas les prix ne s'ajustent pas, donc vous n'avez pas de plein emploi. Et en fait, à court terme, c'est la demande qui détermine la production, voilà, qui détermine les débouchés et donc la production. Donc vous êtes vraiment dans un monde keynésien, d'accord ? Donc là, je rentre dans un monde keynésien. Donc dans un monde keynésien, eh bien, vous avez une certaine offre de biens et services. Le PIB total, c'est ça. Et le PIB, ben, vous dites, je vais utiliser le PIB pour consommer. Donc ça, c'est la consommation des ménages. D'accord ? Une partie va être investie. C'est une demande. Donc ça, c'est l'offre de biens et services. Et la demande de biens et services, vous avez la demande de biens et services pour la consommation. Vous avez la demande de biens et services pour l'investissement. Je considère une économie fermée, hein, je fais abstraction du commerce international ici. Et puis, vous avez la demande de biens et services par le gouvernement. Ça, c'est la dépense publique, c'est la demande de consommation par le gouvernement. Voilà. D'accord ? Tout le monde me voit ? Donc, vous avez une quantité de biens et services. Une partie est consommée par les citoyens, par les privés. Une partie, c'est des biens d'investissement, c'est des machines investies par les entreprises. Et puis, une partie, c'est le gouvernement. D'accord ? Voilà. Alors, la consommation, en général, elle dépend du revenu lui-même. C'est-à-dire que le revenu, la consommation, votre consommation, elle va dépendre de votre revenu. Eh bien, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour l'économie dans son ensemble. La consommation est elle-même une fonction qui est croissante de Y, d'accord ? Plus il y a du Y, plus vous consommez. Oubliez les maths. Si vous n'aimez pas les maths, écoutez-moi seulement. C'est vraiment... Voilà. Hein ? Et alors, l'autre, par contre, le I est en général une fonction du taux d'intérêt. Et en général, c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, moins on va investir. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'entreprise, elle peut dire, moi, je peux investir, le propriétaire de l'entreprise peut dire, moi, j'ai le choix entre investir dans mon entreprise ou placer mon argent dans des obligations. Donc, au début, j'ai peut-être des très bons projets dans lesquels je vais investir, mais après, je passe à des projets un peu moins bons et je m'arrête quand j'ai des projets moins bien. Si le taux d'intérêt que je peux toucher à la banque sur mes dépôts est très élevé, très vite, je vais cesser d'investir chez moi. Je vais tout de suite aller à la banque. Je vais peut-être prendre les tout meilleurs projets, mais pas juste en dessous. Si par contre le taux d'intérêt est très bas sur les obligations ou sur les actifs, sur ce que je peux mes placements à la banque, eh bien là, je vais investir beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus d'intérêt à placer chez moi qu'à placer à la banque. Donc l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a des... N'hésitez pas s'il y a des... Levez la main si vous voulez que je recommence, d'accord ? Voilà, donc la demande d'investissement est une fonction décroissante et la consommation est une fonction croissante, d'accord ?
Alors, du coup, si vous avez compris ça, mais c'était plus important. Donc, c'est ce que j'explique là. L'investissement décroît. Le coût d'opportunité d'investir dans l'entreprise, c'est plutôt que dans des actifs financiers, eh bien, augmente avec le R. Donc, c'est pour ça que plus R est élevé, moins je vais investir chez moi. Et l'épargne croît. Alors, l'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est tout ce qui n'est pas la consommation. Donc, l'épargne, c'est le Y moins C moins G. Le C et le G, c'est la consommation par les ménages, la consommation par l'État. Le revenu moins la consommation, c'est ce qu'on appelle l'épargne. D'accord? Et l'épargne, eh bien, en général, elle augmente aussi avec le revenu. Voilà. C'est vrai que le C augmente avec Y, mais moins de 1 pour 1, quoi. En général, quand vous avez plus de revenus, vous consommez plus, mais vous épargnez également plus, parce que vous mettez un peu plus de côté. Je pense que c'est comme ça que vous faites, non? Vous épargnez un peu plus et vous consommez un peu plus. Hein? En gros, c'est ça, quoi. Ben voilà, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour l'économie dans son ensemble. D'accord? Donc, en gros, l'épargne est elle-même une fonction qui est croissante en Y. D'accord? Et alors, vous voyez que c'est tout bête, et après, j'ai terminé. C'est tout ce que je mettrai comme maths. Il n'y a plus aucune maths. Si vous êtes là, vous êtes des chefs. Donc, cette équation, qui est l'équation d'équilibre Y égale C de Y plus I de R plus G, je peux l'écrire. Y moins C de Y moins G égale, qui est l'épargne, est égal à l'investissement. Donc en fait, l'équilibre sur le marché des biens, c'est simplement un équilibre entre l'épargne, qui est l'offre, si vous voulez, de prêt, hein, d'accord, et l'investissement, qui est la demande de prêt. D'accord? Voilà, c'est l'épargne qui est investie. Voilà. Et donc, ça vous donne cette courbe-là. Voilà. Et ça vous donne une relation entre le I et le R. Comme ça, c'est croissant avec Y et que ça, c'est décroissant avec R. Eh bien, en fait, vous représentez cette relation comme ça. C'est une courbe qu'on appelle IS, c'est-à-dire investissement égale épargne. C'est la manière dont on représente l'équilibre sur le marché des biens. Ici, en abscisse, j'ai le niveau de production, Y, hein, le PIB, et en ordonnée, j'ai le taux d'intérêt. Et ça vous dit que plus le taux d'intérêt est bas, plus le taux d'intérêt est bas, plus ça veut dire que la demande d'investissement est élevée, et plus donc il faut du Y pour que l'épargne soit assez grande pour répondre à cette demande d'investissement. D'accord? Si au contraire le taux d'intérêt est très élevé, la demande d'investissement elle est très faible, et donc elle s'équilibre par une épargne très faible. Et donc j'ai besoin d'un Y très faible pour avoir cette épargne-là. D'accord? Eh bien, vous êtes des as. Si vous voyez pourquoi l'équilibre, c'est I égale S et que c'est comme ça, on a gagné, c'est le plus difficile. Maintenant, tout est facile. Donc, c'est le plus dur. Là, maintenant, on va récolter. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la courbe IS. D'accord? Alors, maintenant, il y a la partie monnaie. Parce qu'on se dit, bah, d'accord, je me déplace sur cette courbe. Mais je vais où? Qui me dit que je suis là? Qui est-ce qui me dit où je m'arrête, quoi? Eh bien, ce qui me dit que je m'arrête, c'est la Banque centrale. Parce que la Banque centrale, elle va fixer le taux d'intérêt. Ou elle va déterminer le taux d'intérêt. D'accord? Et c'est elle qui va vous dire où vous vous arrêtez sur cette courbe-là. D'accord? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la Banque centrale, elle affecte la quantité de liquidité et le taux d'intérêt à travers, notamment, sa politique de vente et d'achat d'actifs financiers. Vous savez qu'elle va réduire le taux d'intérêt et augmenter la quantité de liquidité en circulation en achetant des actifs financiers, mais elle les achète en émettant de la monnaie. D'accord? Mais au contraire, la Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt et réduire la quantité de liquidité en vendant des actifs, parce qu'elle les vend, et en échange, elle les vend, et elle récupère la monnaie qui rentre, quoi. Parce qu'une autre manière de le voir, c'est que si je réduis le taux d'intérêt, donc je réduis le taux d'intérêt, j'achète des actifs, je fais monter le prix des actifs. Mais faire monter le prix des actifs, ça veut dire que vous faites baisser le taux d'intérêt. D'accord? Si au contraire vous vendez des actifs, vous faites baisser le prix des actifs, mais ça veut dire que vous augmentez le taux d'intérêt. L'un est l'inverse de l'autre. Mais vous comprenez ça, comment on fait ça par des politiques d'achat et de vente. Et tout ce qui est quantity easing, donc on fait baisser le taux d'intérêt, mais d'une manière générale, on relaxe, je veux dire, la pédale du frein et la pédale d'accélérateur. Une banque centrale appuie sur la pédale d'accélérateur en achetant des actifs. Et alors l'idée, c'est le quantity easing, c'est l'idée que j'achetais des actifs de long terme, et après je commence à acheter des actifs de court terme, et le quantity easing, c'est l'idée que je peux acheter n'importe quoi, de la camelote, quoi. Et voilà, et je fais baisser, et c'est comme ça que j'ai une politique monétaire plus relaxe. Au contraire, si je veux avoir une politique monétaire
plus tendue, plus rigoureuse. Au contraire, ce que je fais, c'est que je vends des actifs financiers, d'accord? OK? C'est clair, ça? Voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui vous disent, oui, mais attention, parce que si vous faites la politique d'acheter des actifs et que du coup, vous faites baisser le taux d'intérêt, peut-être ça va créer des bulles, peut-être que ça va faire de l'inflation, etc., etc. Ils n'ont pas tort, donc il y a toujours ce côté-là. Hein, toujours, voilà. OK, donc on est d'accord sur la politique monétaire, mais vous êtes des as, vous êtes formidables. Mais c'est génial. C'est formidable, personne ne lève la main, là, il y a un truc. Là, bon. Alors, donc du coup, ben, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma banque centrale, elle va fixer le taux d'intérêt. Et à partir du moment où elle a fixé le taux d'intérêt, eh bien, voilà l'équilibre. On est là, et puis on est sur la courbe IS par ailleurs, eh bien, ça va être le Y d'équilibre. Donc, si la banque fixe le R là, eh bien, ça vous donne ce niveau-là d'output, vous voyez, et l'output détermine l'emploi, donc ça vous donne un certain niveau d'emploi. D'accord? Mais si la banque voulait, par exemple, avec peur de l'inflation, elle peut vouloir augmenter le taux, et du coup, ça va baisser le niveau d'activité. Donc, si la banque a une activité, vous voyez, si la banque elle est plus rigoureuse, si c'est par exemple, je ne veux rien dire de la Bundesbank, qui est très sympathique, mais si par exemple, on a un peu l'idée que la Bundesbank, elle est plutôt pour vouloir monter les taux, quoi, d'accord? C'est rien de mal. Et ça vous fera baisser le Y, là, d'accord? Par contre, je ne sais pas, d'autres... OK, donc on est d'accord là-dessus. Bon, alors moi, maintenant, je vais vous faire une chose, et après, une fois qu'on a fait ça, on a tous les préliminaires, et on peut récolter, d'accord? Alors, je vais maintenant vous faire encore un dessin. Je sais que je devrais avoir, en fait, une éponge. Non, mais pas d'éponge, c'est pas grave. Et oui, et je ne vais pas me mouiller avec ça, parce que ça, c'est du liquide pour se laver les mains. Ça serait un très mauvais exemple, voilà. Donc maintenant, je vais maintenant vous faire un dessin et on va voir tout ça. Voilà. Donc on a notre courbe et je vous parlais de politique budgétaire, d'accord? Alors, là, donc déjà là, je vous ai dit, j'ai la courbe IS qui est là, Y et R, et j'ai la courbe LM, d'accord? Et je vous ai dit, la politique monétaire, elle peut soit faire baisser le taux d'intérêt, soit l'augmenter. Donc, quand vous déplacez la courbe LM vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, c'est ce que j'appelle la politique monétaire. D'accord? Donc, une politique monétaire restrictive, c'est une politique monétaire qui va monter les taux d'intérêt et donc réduire le Y. Une politique monétaire laxiste, elle va baisser le taux d'intérêt et donc augmenter le Y, parce qu'elle va vous faire baisser la courbe LM. On est d'accord avec ça? Donc ça, c'est la politique monétaire. Et maintenant, je vais vous dire ce que c'est que la politique budgétaire. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à récolter. D'accord? Donc ça, c'est la politique monétaire. Donc si la politique monétaire va vers le haut ou vers le bas, ça, c'est la politique monétaire, d'accord? Je déplace la courbe LM. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire la politique budgétaire, d'accord? Donc je vais représenter Y là, je vais mettre le R là, et j'ai toujours mes courbes IS, voilà, comme ça. Alors là, la politique monétaire, elle est fixée, le R est là. D'accord? Donc là, j'ai ma courbe IS. Et alors, la politique budgétaire, eh bien, la politique budgétaire, par exemple, une politique budgétaire possible, c'est de dire j'augmente G. Par exemple, je peux dire, voilà, le gouvernement peut décider d'augmenter le G, de faire de la dépense publique. Qu'est-ce qui va se passer quand le G va augmenter? Ben, quand le G va augmenter et que sans changer Y, si G augmente sans changer Y, G augmente, ça veut dire que l'épargne qui est Y moins C moins G, à Y donné, va baisser. Donc ça veut dire que l'offre de capitaux pour les entreprises va baisser. D'accord? Donc ça veut dire que le I doit baisser. Donc ça veut dire que le R va augmenter pour Y donné. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'à Y donné, pour un Y donné, avant j'étais là, oubliez le LM pour le moment, oubliez le LM puisque je ne parle que de politique budgétaire. Donc, pour Y donné, mettez un Y là. Ben, si j'étais là, maintenant, je vais monter. Donc, en fait, ce que fait la politique budgétaire, augmenter G, c'est déplacer ma courbe IS de IS à IS'. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alors, je vous le redis. Est-ce que tout le monde comprend que si j'augmente G, je baisse l'épargne? Puisque le gouvernement s'est mis à consommer plus. Donc, pour Y donné,
l'épargne totale qui est égale à Y moins la consommation des ménages, moins la consommation du public va baisser. Donc le S va baisser. Pour que les marchés soient toujours en équilibre, le marché des biens, il faut que le I baisse. Mais pour que le I baisse, il faut que le R augmente. Ça veut dire que vous êtes à un niveau de Y, vous ne touchez pas au Y, et vous dites je fais mon G qui augmente, forcément, le R correspondant doit augmenter pour que le I s'ajuste au S qui a baissé. Vous comprenez? Donc, on voit vraiment que... Et vous voyez qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la courbe se déplace vers le haut, si vous voulez, ou vers la droite, c'est pareil. La courbe IS, quand vous faites une politique budgétaire, vous déplacez la courbe vers la droite. D'accord? Donc maintenant, on va voir tout de suite ce qui se passe. Je regarde l'effet. Vous avez deux manières d'augmenter l'output. Vous voyez? Donc regardez, il y a deux façons, partant d'un équilibre, d'augmenter le niveau d'activité. Et vous allez voir que les deux manières. Et après, une fois que j'ai ça, je peux retourner à mon Covid. D'accord? Donc là, la politique budgétaire, donc l'effet de la politique budgétaire sur l'équilibre. Vous avez la courbe IS, vous avez le LM. Et là, je vais représenter la politique budgétaire. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Si je fais le G qui augmente, eh bien, le G qui augmente, ça va déplacer ma courbe IS. Eh bien, ça voyait que l'effet, et le Y était là, eh bien, le Y' va être là. Vous voyez que j'augmente le Y. Vous voyez, l'augmentation du G va augmenter mon Y, en fait. Parce que l'augmentation du G dit que, à Y constant, je dois augmenter. Vous voyez, le R devrait augmenter, mais le R, il est fixé. Donc, mon I ne change pas. Donc, forcément, il faut que le Y augmente. Une autre manière de le dire, c'est que le G, vous augmentez G, ça fait du revenu qui est dépensé, ça augmente la demande, et c'est normal que le Y augmente. Vous voyez? Donc on voit bien la logique. Mais voilà, c'est ça l'idée. Vous pouvez le faire par la politique budgétaire. Vous augmentez le G, ça augmente. Pour politique monétaire donnée, ça va vous augmenter le Y d'équilibre. D'accord? Oui? Dans ce modèle-là, non. Mais vous avez raison qu'après, il faut regarder le côté offre que l'offre elle-même et la production future. Mais là, on se pose un modèle plus à long terme de potentiel de croissance. Là, je suis dans un modèle statique. Mais vous avez raison, il y a des dépenses qui augmentent le potentiel de croissance et des dépenses qui le... Mais là, ce modèle ne regarde pas la croissance. Donc voilà, donc c'est un modèle de court terme, le modèle keynésien. Hein. Et la politique monétaire, donc vous voyez, la politique budgétaire, elle vous augmente le Y, et la politique monétaire, eh bien, elle va la GY, la GR, et je vous mets pareil, la politique monétaire, eh bien, elle aussi, donc là, par contre, je ne touche pas au S. Si j'ai une politique monétaire laxiste, vous voyez que je passe d'un Y à un Y' aussi, un Y seconde, vous voyez. Donc là, j'ai deux manières d'augmenter le Y. Je peux faire ou de la politique budgétaire, qui est d'augmenter du G, ou je peux baisser le taux d'intérêt. Les deux vont arriver, les deux auront comme effet de vous augmenter le Y. Tout le monde voit? D'accord? Et en général, on va utiliser les deux. Comme ça, on a deux fois l'effet. Vous voyez, on double l'effet quelque part. D'accord? Ça, c'est généralement. Maintenant, je n'ai pas parlé de Covid, là. Mais là, c'est les outils pour pouvoir parler de Covid. D'accord? Donc maintenant, je reviens à mon secteur protégé et mon secteur pas protégé. Alors, je reviens maintenant au truc de départ. Et maintenant, je regarde, voyez, donc voilà mon augmentation de la dépense publique, voyez, donc ça c'est ma politique, budgétaire. Alors maintenant, on va parler des effets du confinement. Donc, avant de parler des politiques, je vais parler de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un choc d'offres dans ce que j'appelle le secteur directement affecté. Donc, on va représenter l'économie comme étant composée de deux secteurs, un secteur directement affecté, j'ai oublié de mettre l'accent, et un secteur indirectement affecté par le choc, d'accord? Et alors, à ce moment-là, voilà les deux secteurs. Donc là, vous avez le Y d'équilibre. Là, il devrait y avoir Y et R. Hein. Alors, à ce niveau Y d'équilibre correspond à un taux d'emploi d'équilibre. Hein. Vous pouvez supposer que Y, c'est un F de... Donc ça vous dit le niveau... Donc ça, c'est le secteur affecté. Et ça, c'est le secteur non affecté. D'accord? Donc chacun a
Voilà, vous avez le secteur affecté et le secteur non affecté, d'accord? Avec l'emploi dans le secteur non affecté, si vous voulez, l'emploi dans le secteur affecté et le secteur non affecté. D'accord? Donc, au lieu de représenter l'économie comme une seule truc, on dit on va séparer ce qui est secteur affecté, secteur non affecté. D'accord? Alors maintenant, on va supposer que le gouvernement impose un confinement et on va regarder les effets, tout d'abord dans le secteur affecté directement, puis dans le secteur qui n'est pas directement affecté. Dans le secteur affecté, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, j'ai forcé la décroissance du Y. Le confinement, c'est simplement que vous étiez là et vous avez forcé, la courbe IS, la courbe LM, elles sont toujours les mêmes, mais vous avez forcé d'aller là, quoi. Ça, c'est le secteur affecté. Vous avez simplement dit, je vous oblige à produire moins, quoi. D'accord? J'aimerais produire plus, mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit, c'est illégal. D'accord? Il y a ce que je voudrais et ce que je peux faire, je n'ai pas le droit. D'accord? Donc ça, c'est le secteur affecté. J'oblige, dans le secteur affecté, la production à baisser. Elle était avant à son niveau d'équilibre, vous voyez, et j'oblige à aller à gauche du niveau d'équilibre. D'accord? Ça, c'est le secteur directement affecté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le secteur non directement affecté? Comme l'emploi a baissé là, eh bien, la demande des ménages, le revenu total va baisser, donc la demande des ménages va baisser. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a le même effet qu'une décroissance du G, c'est-à-dire que ce que ça va faire, c'est que la courbe IS dans le secteur non affecté, la courbe IS va se déplacer vers la gauche. Vous voyez, c'est l'effet opposé. Le G qui augmentait, c'était une demande qui augmentait de manière exogène, et là, de réduire l'emploi dans le secteur affecté de force, c'est comme si on réduisait la demande de manière exogène. Ça a l'effet exactement inverse de l'effet de mon augmentation de G. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que dans le secteur non affecté, vous forcez la courbe IS. Donc, ce secteur, c'est l'équilibre qui le gouverne. Mais ce que vous faites, c'est que vous n'interdisez pas aux gens de travailler, mais simplement, vous forcez la courbe IS à se déplacer. D'accord? Et donc, bien qu'il n'y ait pas eu de contraintes dans le secteur non affecté, vous voyez que l'emploi, le PIB d'équilibre et donc l'emploi d'équilibre, elles vont baisser de là à là. Et c'est ça le problème. C'est que vous avez d'abord l'effet direct du choc d'offre, et puis vous avez l'effet induit de demande sur le secteur non affecté directement. Et vous avez forcé, en fait, ce secteur, parce que les entreprises dans le secteur non directement affecté, elles ont moins de demandes, et donc elles produisent moins. D'accord? Voilà, c'est ça la représentation, c'est ça qui s'est passé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la réponse macroéconomique à ça? Eh bien, la politique budgétaire, elle ne peut rien faire là, parce que vous ne pouvez pas déplacer cette courbe. La politique budgétaire, elle ne sert à rien, parce que si vous déplacez IS vers la droite, ça ne va pas vous changer le X, puisqu'il est fixé par... vous avez des agents de police sur des chevaux, comme j'avais boulevard Saint-Michel, qui surveillent que votre X n'augmente pas. D'accord? Donc ça ne changera rien. Dans le secteur affecté, ça ne change absolument rien de faire une politique expansionniste. Mais, par contre, ça va affecter ce qui se passe dans le secteur affecté. Donc, dans le secteur non affecté, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce dessin que j'avais là, mais je le représente comme ça. Vous avez forcé la courbe IS à se déplacer vers la gauche. D'accord? Et donc, qu'est-ce que va faire la politique budgétaire? La politique budgétaire, elle va essayer de la ramener un peu vers la droite. D'accord? Et c'est ça la politique budgétaire. Donc la politique budgétaire, elle va me mettre de là, elle était là, et maintenant je vais aller de là à là. Alors c'est peut-être pas aussi bien qu'initialement, mais au lieu de baisser de tout ça, je baisse de ça. Voyez? Vous comprenez? Vous voyez l'effet de la politique budgétaire? Donc, s'il n'y avait pas de politique budgétaire, le choc d'offres dans le secteur non affecté aurait induit un énorme choc de demande dans le secteur non affecté. Et avec la politique budgétaire, vous arrivez à en partie contrebalancer ce choc. D'accord? Alors, ça, c'est la première. Donc, d'accord? Donc, ça, c'est la chose. Alors, ensuite, il y a la politique monétaire. La politique monétaire, elle peut également... c'est des politiques essentiellement de quantity easing, d'achat d'actifs, plus relax, Et là, Christine Lagarde a été totalement à la hauteur, je pense. Elle a fait ce qu'il fallait également.
Donc là-dedans, je pense que là, on peut discuter, mais je pense que le gouvernement, il y a eu une bonne réaction. On peut dire oui ou non à la crise sanitaire, mais je pense que sur la crise, sur l'économie, il y a eu une vraie réaction, et c'est pour ça que la consommation a baissé de si peu chez nous. Elle a baissé de 2-3%, avec une chute de PIB de 11%. Et alors la politique monétaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez donc déjà, avec la courbe IS, donc déjà, moi, je partais de là. Si j'avais rien fait, je serais venu là. Grâce à la politique budgétaire, j'arrive là. Mais grâce à la politique monétaire, je fais baisser la courbe LM, et du coup, j'arrive là. Et j'arrive même là, d'ailleurs, dès que je suis là, j'ai l'impression que je suis à Y plus grand qu'avant. Ça, c'est peut-être pas bien dessiné. J'aurais pas dû décider comme ça, mais je suis pas très bon au dessin. On n'est quand même pas arrivé à faire plus de output qu'on aurait fait. Mais disons que, vous voyez, vous avez doublement augmenté. C'est-à-dire déjà, avec la politique budgétaire, vous allez de là à là. Et en plus, ensuite, vous allez de là à là en faisant la politique monétaire. Et à nouveau, le Y augmente. Vous comprenez? Donc, ça a été l'action conjuguée des gouvernements et des banques centrales. Vous voyez ça? D'accord? Mais c'est formidable. C'est génial. D'accord? Donc, maintenant, on peut aller de la théorie à la pratique. Vous dire, ben, tout ça, il est sympathique, ce monsieur Aguillon, mais peut-être que ce qu'il nous raconte n'a rien à voir avec la réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu la politique budgétaire. Ça a été surtout des subventions aux employés, donc ça a été surtout le chômage partiel, hein, et aux entreprises. Il y a eu des subventions aux entreprises, donc ça a été la première chose. Et il y a eu des délais de paiement d'impôts. On a dit, vous n'avez pas besoin de payer vos impôts maintenant. Ça représente à peu près 7,8% du PIB aux États-Unis, 5,9% du PIB en France, 11,3% du PIB en Allemagne. D'accord? Donc déjà, ça, c'est la première volet de la politique budgétaire. Ensuite, vous avez eu la politique, un deuxième volet, qui est les prêts bancaires garantis par l'État. 5,2% du PIB. Alors ça, ce n'est pas forcément déboursé, mais c'est-à-dire, en tout cas, il y a des garanties, on est prêt à mobiliser. Ça va jusqu'à 5,2% du PIB aux États-Unis, 13,4% du PIB en France, 30,3% du PIB en Allemagne. Et ça a été vraiment l'effort budgétaire fourni. C'est vraiment l'effort qui a... c'est vraiment cette partie-là, quoi. Voyez, ça, c'est vraiment là ce que je décris, c'est la courbe IS qui va de là à là. D'accord? Vous voyez maintenant comment la logique? OK? Alors après, il y a la politique monétaire. Et bien, ça a été la politique de quantity easing de la Fed, et puis après la BCE, qui a réduit les taux sur les bons du Trésor, notamment les taux à 3 mois, de 1,5 en février à 0,1 en avril. C'est énorme, quoi. Donc ça, c'était vraiment une grosse baisse de taux d'intérêt, quoi. Et ça a été la partie qui est là, c'est-à-dire que les banques centrales ont fait baisser le LM, quoi. Et c'est cette combinaison-là qui fait que la conso a baissé de si peu, malgré cette chute d'activité quand même assez considérable. Vous voyez un peu la logique de ce qui a été fait. D'accord? Donc ça vaut. Après, vous lirez plein de choses, et il y a plein de problèmes que je ne pose pas. Là, je traite par exemple tous les agents économiques comme pareil. On sait très bien que le Covid a été facteur d'inégalité. C'est un énorme problème. Donc, qui a été touché, qui n'a pas été? Par exemple, les gens qui ont des salaires garantis ont épargné beaucoup plus. Mais les gens qui, à très bas revenus, n'ont pas pu épargner. Donc, il y a des grandes inégalités à ce niveau-là. Puis, il y a eu aussi, en termes de ceux qui ont un travail sûr et ceux qui ne l'ont pas. Les intermittents par rapport aux pas intermittents. Donc, tout ça c'est des questions pas tout à fait importantes que je ne traite pas du tout ici. Un autre problème que pose le plan de relance, c'est que, d'un côté, vous voulez, et là ça revient un peu à ce que vous me demandiez sur la croissance un petit peu, d'un côté vous voulez protéger les entreprises, parce que notamment il y a beaucoup de capital humain accumulé dans les entreprises, vous voulez qu'elles survivent. D'un autre côté, on croit beaucoup dans le processus de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait des firmes nouvelles qui rentrent. Donc on ne veut pas que cette protection empêche le mouvement normal de remplacement d'activités obsolètes par des nouvelles activités. Donc là, il y a tout un arbitrage important qui est entre la protection et la réallocation. Voyez? Et ça, c'est très difficile à gérer. Alors là, on peut faire là, il y a des choses qui peuvent être faites. Par exemple, il y avait par exemple l'idée de dire, par exemple, il y a une note du CAE par mes amis Jean Pisani-Ferry, Philippe Martin et Xavier Rago, qui disait, bon, d'un côté, soutien au salaire, donc ça c'est très important, et soutien aux employés, donc ça c'était important. Donc l'État prend partiellement en charge les baisses de productivité imposées par le Covid, donc ça complète le chômage partiel. Et d'un autre côté, il ne faut pas empêcher les restructurations, parce qu'il y a des activités qui vont continuer, mais il y en a peut-être d'autres qui ne continueront pas.
Voyez, et donc, c'est pas dit que tout va continuer. Peut-être que cette crise va certainement que le télétravail va prendre plus d'importance. Moi, par exemple, je sais que je ne prendrai pas l'avion autant qu'avant. J'ai découvert un truc merveilleux qui s'appelle Zoom. C'est formidable. Je veux dire, le stress a baissé, je gagne un temps fou. On peut faire 5 conférences dans une journée au lieu d'en faire une seule. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, il va y avoir des habitudes qui vont changer. Donc, il y a des activités à maintenir et à développer, j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a aussi un mouvement de destruction créatrice qui a été un peu accéléré par ce Covid. Donc, on veut protéger les personnes, on veut protéger le capital humain, mais en même temps, on ne veut pas empêcher le fait qu'il y ait de nouvelles activités qui arrivent sur le marché. Donc là, par exemple, ils avaient l'idée excellente, alors ça c'est une idée qu'avaient Blanchard, Philippon et Pisani-Ferry, que l'État consentirait des allègements de dettes si les banques initient des faillites réorganisations ou des faillites avec allègement de créances. Par exemple, dire voilà, on sait d'avance, un processus de faillite, ça ne mène pas forcément à la liquidation, ça peut être la réorganisation ou la liquidation de l'entreprise. Donc il y a des activités qui s'avèrent non viables, elles sont liquidées, mais on protège tout le monde, et il y a des activités qui peuvent être réorganisées. Mais l'État peut jouer un rôle pour aider les banques à ce que ces processus de réorganisation se passent bien. Et donc là, il y a aussi tout le côté formation pour réallouer et les employés et les entrepreneurs. Donc il y a comment penser, vous voyez, et là il y a toute une énorme boîte noire que je n'ai pas abordée, c'est comment à la fois protéger et en même temps permettre la réallocation vers de nouvelles activités, etc. Et ça, c'est un dilemme très compliqué. Voilà. Et donc il y a des différents instruments que je mentionne là un peu très rapidement, mais voilà, il y a tout un débat là-dessus. Voilà, donc là, ça a conclu ce que je voulais dire sur le court terme, d'accord? Est-ce qu'on se fait 5 minutes de pause et après on parle du capitalisme et de quel capitalisme on veut? Vous voulez que je continue maintenant? Qui veut que je... Vous voulez repartir, que je continue? Qui veut que je continue maintenant? Qui veut que je fasse une pause? Ouais, c'est majorité continuer. Comme nous, on n'est pas en Biélorussie, je vais compter quand même. Un vote est un vote, voilà. Bon. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Bon, du coup, je vais finir trop tôt. Ça va être terrible, c'est pas grave. Vous m'en voulez pas, parce que j'ai peur, moi, de finir trop tôt, quand même. J'ai préparé pour tant de... Voilà, donc je vais maintenant passer à repenser l'après. Alors, c'est un titre pas du tout prétentieux. Hein. Repenser l'après. Donc, en fait, si vous voulez, le Covid est très intéressant, pas seulement, et en fait, j'ai touché du doigt, puisque je vous ai dit, il y a tout le côté épidémiologie et comportement, ça, c'est toute une série de modèles que je pourrais aussi exposer, mais je vous donnerai les articles. Il y a tout le côté inégalité et Covid, il y a tout le côté réallocation, protection. Voilà, tout ça, c'est des questions déjà à peine touchées du doigt et qui sont posées de manière passionnante par l'épisode du Covid. Et je les laisse de côté, donc vous voyez, c'est frustrant. Hein. Je vais vous parler un peu du Covid comme révélateur de déficiences plus profondes et qui préexistaient à la crise du Covid et qui nous oblige à des remises en cause. Donc je parlerai de chaînes de valeur, je parlerai d'État-providence, je parlerai de systèmes d'innovation et je parlerai de société civile et de confiance. D'accord ? Alors, je commence. Alors d'abord, contraste France-Allemagne. Je ne sais pas combien ils en sont, parce qu'à chaque fois que je n'ai pas toujours actualisé mes chiffres, mais si vous voulez, la France, 67 millions d'habitants, on est quoi, à 32 000 décès, 31 000, 32 000 à peu près, non? Et l'Allemagne était quoi, à peu près 10 000, non? 10 000, 11 000, pas plus. Donc, ils sont plus nombreux que nous et ils ont 3 fois moins de décès. Alors, évidemment, il y a plein de facteurs qui jouent. Il y a eu les clusters, ils en ont eu, mais peut-être moins que nous. Et donc, il y a une série de facteurs quand même, voilà, qui sont propres au pays, si vous voulez. Et donc, un pays n'est pas égal à un autre, d'accord? Mais disons que ça a posé quand même ces questions-là. Et les chaînes de valeur, c'est une chose très importante parce que j'ai commencé un peu à me poser des questions et j'ai travaillé là-dessus avec Timothée... Gigo Maggiorani, qui est ici, peut-être ou pas, et avec mes amis du CEPI et d'autres collègues, et Eli Cohen, et on s'est posé la question, on s'est dit quand même, c'est bizarre qu'il n'y ait que 5 000 respirateurs en France et qu'il y en ait 25 000 en Allemagne. Qu'est pas ça? Il semblait qu'il y avait plus de masques en Allemagne que chez nous. Qu'est pas ça? Et les tests réactifs, vous savez que vous faites un test, il vous faut 2 mois, non, je dirais plaisante, mais il faut plusieurs jours pour avoir les résultats, parce que les principes réactifs viennent d'ailleurs. Donc on s'est un peu posé cette question, et alors ça nous a vraiment fait prendre conscience de graves problèmes avec notre industrie. Voilà. Donc on a levé un couvercle, et dans ce couvercle, il y avait plein de choses très, très surprenantes. Peut-être pour vous, ne l'était pas, mais pour moi, elle l'était. D'accord ?
L'autre chose, c'est l'État-providence. Je vous montrerai les comparaisons Amérique-Europe, évidemment. Ensuite, les systèmes d'innovation. Je vous montrerai là une comparaison Amérique-Europe, évidemment, plus avantageuse pour l'Amérique. Et puis, je parlerai de société civile et de confiance, pour terminer. Alors, les chaînes de valeur. Alors, désolé, mais je traduis tout en français. Je traduirai tout en français dans les... voilà. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand même des pays qui ont eu relativement peu de décès ou qui ont terminé, ou qui rapidement ont pu réduire le confinement, c'est des pays qui ont fait du testing, des tests massifs, quoi. Voilà, ça a été un élément très important. Et nous, on a été handicapés par le fait que nous ne pouvions pas tester. J'ai des amis qui sont professeurs à la Pitié, qui demandaient de manière désespérée à l'ARS la permission de faire un test. Au bout de 2 mois, on leur répond, nous sommes en train d'examiner la question. Au bout de 2 mois, il y avait plein de morts déjà. Donc voilà, tandis que les pays qui avaient les principes réactifs et les tests, pouvaient faire ça très vite, et donc évidemment, ont pu sortir du confinement beaucoup plus facilement, ou confiner partiellement. Vous voyez, nous, on n'a pas pu, quoi. Donc, si vous voulez, on aurait eu sans doute, moi je vous ai montré des pertes de mobilité de 70% en France, une perte de PIB de 18%, 19%, peut-être que nous aurions pu réduire la perte de PIB, la perte de mobilité à 40-50 et la perte de PIB à 5 si nous avions des principes actifs et la possibilité de tester massivement. Nous ne l'avions pas, d'accord ? Donc j'ai commencé, donc voilà, donc par exemple, si vous voulez, dès le mois de mars, l'Allemagne avait la possibilité d'administrer 500 000 tests par semaine, et ils avaient, et nous non, on ne pouvait pas, on n'a pratiquement pas testé, et évidemment, ils avaient donc, je vous disais, 25 000 lits avec respirateurs, nous n'en avions que 5 000. Donc on a commencé à regarder avec ces co-auteurs, et on a commencé à regarder des données sur des produits, donc des données de la Commission européenne, sur des produits qui sont des produits anti-Covid, si vous voulez. Donc je regarde 3 types de produits. Je regarde les composants pharmaceutiques, notamment les principes réactifs, les médicaments, les ingrédients, etc. Je regarde ensuite les instruments médicaux, respirateurs, etc. Et puis je regarde les masques et les gants et tout ça. D'accord ? Et là, vous avez ce dessin-là. Donc là, je regarde tous ces produits. Mais après, je peux désagréger, je peux le regarder chacun séparément. Mais si vous voulez, là, c'était vraiment frappant, quoi. Au début des années 2000, la France et l'Allemagne, c'est à peu près pareil. Vous voyez, les Allemands sont un petit peu meilleurs que nous. Donc là, c'est les exports allemands, les imports... ça, c'est les exports allemands, les exports français, et les imports allemands, les imports français. On était à peu près pareil en 2002. Et regardez la catastrophe, là. Regardez où ils sont et où on est, nous. Nous, on a à peine augmenté. Et eux, regardez, ils augmentent à la fois les imports et les exports. Ce qui montre d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait du protectionnisme. Ils ont simplement investi et innové, ce que nous n'avons pas fait. D'accord ? Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas mis des grosses barrières douanières, ils n'ont pas fait du populisme, etc. Vous voyez ? C'est intéressant. Alors, je reviendrai là-dessus quand je parlerai de mondialisation. On peut tout à fait se battre dans la concurrence internationale sans recourir aux méthodes populistes. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Et donc voilà. Et ça, c'est voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que je peux regarder d'où viennent les... Alors, en 2019, il faut que vous sachiez que les Allemands avaient un surplus à peu près de 20 milliards d'euros. Nous n'avions aucun surplus. Donc, non seulement ils exportent et importent beaucoup plus que nous, mais ils ont un surplus d'exportation sur les importations de près de 20 milliards d'euros sur ces produits anti-Covid. Et nous, on n'a aucun surplus, quoi. Ah, c'est quand même fou. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi nous, on n'a pas fait comme eux, hein ? Voilà, alors ensuite, je regarde ça, on peut se demander d'où viennent les importations en France de ces produits. Et alors, plus c'est rouge, plus ça vient de l'endroit. Et vous voyez que chez nous, ça vient surtout Allemagne, Pays-Bas et Belgique. C'est nos voisins qui nous importent. Vous voyez ? Alors, il y a aussi Chine, il y a Inde un peu moins, il y a États-Unis. Voilà, ça vient de là, et un peu Espagne. Italie, mais ça vient surtout de l'Allemagne et Belgique et Pays-Bas. Vous voyez ? C'est quand même très intéressant. Et Chine, évidemment. Alors, la Chine n'est pas rouge, mais c'est beaucoup plus grand. Donc, ça de Chine, ça fait beaucoup. Et États-Unis. Donc, c'est eux qui importent chez nous. D'accord ? Ça, c'est intéressant de regarder ça. Voilà. Alors, maintenant, on peut regarder. On peut dire en détail. Par exemple, moi, je m'étais dit au début, oui, mais c'est parce qu'en Belgique, ils ont le port d'Anvers. Et aux Pays-Bas, ils ont Rotterdam. Donc, en fait, ce n'est pas des produits belges, mais ce n'est pas vrai, parce que vous regardez, les Belges sont exportateurs nets de ces produits,
Et pareil pour les Hollandais. Donc, ce n'est pas du tout parce que c'est Rotterdam et Anvers. On aurait pu croire que c'était un effet purement de... Donc, ils sont vraiment exportateurs. C'est intéressant. Et l'Allemagne, évidemment. Et nous, non. Vous voyez, la France, là, elle est là. Nous, on est net importateur, alors que l'Allemagne est là, elle est très nettement exportatrice. D'accord ? Alors, maintenant, ça, je regarde, ça, c'est les échanges commerciaux. Mais maintenant, je peux regarder les chaînes de production. D'accord ? Donc, je regarde la production domestique, et là, je vais regarder la production domestique et la délocalisation dans le secteur pharmaceutique. Et je regarde à nouveau, là, je regarde France-Allemagne, d'accord ? Et là, on va voir deux évolutions radicalement différentes. D'un côté, en France, la production domestique stagne depuis le début des années 2000, tandis que celle de l'Allemagne augmente très, très sensiblement en produits pharmaceutiques. Et puis alors l'autre chose, c'est un peu le miroir, c'est que vous regardez les avoirs à l'étranger des firmes pharmaceutiques françaises versus allemandes, c'est exactement le contraire. Les avoirs à l'étranger des firmes pharmaceutiques françaises grimpent depuis le début des années 2000, et alors celle de l'Allemagne n'augmente pratiquement pas. Donc nous, on délocalise comme des malades, quoi. Voilà ce qui se passe. Après, on peut se poser le problème, pourquoi on a délocalisé beaucoup plus que l'Allemagne ? Ça, c'est une grande question, compliquée. Alors, vous voyez, regardez la production domestique. En fait, si je corrige pour l'inflation, ça serait l'électrocardiogramme serait totalement plat pour la France, qui est en bleu. Et vous voyez, l'Allemagne, elle, sa production domestique augmente sensiblement. D'accord ? Alors maintenant, vous pouvez regarder le nombre, je regarde le nombre de filiales à l'étranger, des firmes pharmaceutiques françaises versus allemandes. Et regardez, les Allemands, le nombre de leurs filiales à l'étranger n'augmente pas du tout. Nous, on augmente le nombre de filiales à l'étranger. Ensuite, vous pouvez vous demander, bon, il y a peut-être des petites filiales et des grosses. Vous mélangez des petites firmes et des grosses firmes. Donc, on va regarder les avoirs, les investissements directs étrangers des firmes pharmaceutiques françaises versus allemandes. Donc, c'est à la fois le Foreign Direct Investment, l'investissement direct, et aussi la dette intra-multinationale. D'accord ? Donc, je mets tout ça ensemble. Et à nouveau, vous voyez que pour l'Allemagne, ça reste plat, et pour la France, ça augmente énormément. D'accord ? Alors maintenant, je peux regarder les ventes des filiales. Et alors les ventes des filiales augmentent dans les deux cas, mais vous voyez que ici, c'est surtout... c'est pas parce qu'elles sont plus nombreuses, c'est que c'est un effet de productivité. Tandis que ici, c'est un effet vraiment de fait que nous avons beaucoup plus, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout... Dans les deux cas, ça augmente, mais c'est parce que les Allemands, simplement, ils ont le même nombre de filiales, mais elles deviennent plus efficaces, parce qu'ils modernisent. D'accord. Voilà. Et alors, à ce moment-là, à la suite de ça, quand j'ai montré ça, on a montré ça à des gens du gouvernement, et donc je vais faire échapper pendant une seconde, et je vais vous montrer un petit peu, je vais faire une petite digression, parce que je vous montre comment on va d'un truc à un autre, et je vais faire une petite digression pour vous montrer un peu que ce que je vous montre là pour le pharmaceutique, c'est vrai partout. Donc là, c'est toujours avec les mêmes, c'est avec Gigo Maggiorani, Benjamin David et Lily Cohen, et on regarde l'innovation dans les industries critiques. Donc on regarde les brevets, hein, et on regarde du coup, et on regarde les brevets triadiques, c'est-à-dire triadiques, c'est des brevets qui sont à la fois c'est breveté dans l'Office américain des brevets, l'Office européen des brevets, l'Office japonais. En général, c'est des brevets qui sont valables. Si vous faites des brevets nuls, ils sont rarement triadiques. C'est des brevets vraiment, c'est une mesure d'importance du brevet. Donc là, je regarde des innovations importantes qui annoncent, si vous voulez, l'importance que vous aurez dans le secteur plus tard. Le brevet est une très bonne mesure parce qu'elle est disponible très largement, de manière très désagrégée. On peut regarder les secteurs, les découper très finement, et on connaît les brevets des toutes petites parties de secteurs, vous voyez, des secteurs découpés de manière très fine, et ça prédit ce que seront les exports-imports plus tard. Et donc on peut regarder le rang de la France en termes de brevets, est-ce que je suis celui qui brevette le plus de triadiques ou pas, ou bien à quel point je suis loin de celui qui brevette le plus. Et on regarde pharmaceutique, les véhicules du futur, aéronautique, électronique, énergie nucléaire, isolation thermique, agriculture, conception informatique des composants industriels. Et alors, si par exemple vous regardez pharmaceutique médicale, donc ça, on est loin de la frontière technologique. Notre dégradation date depuis le milieu des années 90. Donc, vous voyez, on était très bons et on a cessé d'être les meilleurs. Voilà. Et donc, on peut regarder dans le rang, vous voyez, le rang de la France
le rang de la France médicale pharmaceutique. C'est vrai que l'Allemagne aussi se dégrade un peu là, mais nous, on était quand même très bons, on était meilleurs que les Allemands, et maintenant on est moins bons, et on va là, vous voyez. Donc, et là, c'est la distance au leader, et on était tout près du meilleur, et maintenant on est relativement moins du meilleur. Donc là, c'est les technologies médicales et pharmaceutiques, et là, je montre la même chose sur les vaccins. Les vaccins, on s'est quand même aussi, par rapport au meilleur, on s'est détérioré. D'accord? Donc ça, c'est dommage, quoi, qu'on était vraiment... Donc ça, c'est un domaine. Alors là où on est très bon, c'est là. Là, on est très bon. Voilà. Nous sommes les leaders, et nous maintenons les leaders. Vous voyez quand même des bonnes nouvelles. Voilà, le nucléaire, on est très bien. Vous voyez, on est toujours tout en bas, on est plus près du meilleur. Vous voyez, on reste tout près des meilleurs en brevet. Donc que ce soit réacteur à fusion, réacteur nucléaire, on est vraiment, que ce soit en termes de rang ou de distance au leader, on est quand même dans l'ensemble très très proche de la frontière. Donc là, vraiment, on a gardé notre lead. Voilà. Donc j'ai fait une radiographie, et ça c'est un peu l'Élysée qui nous avait demandé, vous avez regardé pour les pharmaceutiques, moi on aimerait connaître partout. Donc on a fait ça pour tout l'ensemble. Alors voilà, réacteur à fusion, réacteur nucléaire, donc là on est... Véhicules du futur, eh bien nous sommes proches de la frontière, mais nous connaissons une forte dégradation depuis le milieu des années 2000 jusqu'en 2010. Batterie, nous sommes assez loin de la frontière, car forte dégradation depuis 2005. Véhicules autonomes, nous sommes proches de la frontière, mais en légère dégradation. Et là vous pouvez voir à nouveau batterie, propulsion... Donc ça, c'est le rang de la France, et là, c'est la distance à la frontière. Et vous voyez, à chaque fois, on s'éloigne de la frontière. Mais par exemple, vous avez la propulsion, là, vraiment, on s'éloigne vraiment. La batterie, ça va à peu près, là, mais en fait, en termes de rang, on garde le même rang, mais seulement les meilleurs deviennent bien meilleurs, quoi. Donc c'est pour ça que vous avez une courbe plate en termes de rang, mais en termes de distance au meilleur, le meilleur est bien, bien meilleur que nous maintenant. D'accord? Et alors, là, pilote automatique, conduite, là, on est relativement bon. Mais la distance au leader quand même se dégrade. Voyez. Donc vous pouvez voir c'est ça qui est sympa avec ces données. Vous pouvez vraiment regarder les secteurs très finement. Voyez. Aérospatial, on est les meilleurs et on reste les meilleurs. Donc voilà la deuxième mauvaise nouvelle. Et ça s'arrête là. Hein. Après, il n'y aura que des nouvelles moyennes. Donc là, on est les meilleurs, hein, d'accord? On reste les meilleurs en termes de rang. Et vous voyez en termes en tout cas, aéronef, technologie spatiale, on est très bon. Moteur à réaction, on est très bon. Voilà. Donc là, disons que là, c'est très très bien. Alors, électronique, globalement, une dégradation dans la seconde moitié des années 90 et la première moitié des années 2000, mais une amélioration constante, quoique faible, depuis 2005. L'évolution la plus négative est dans le traitement d'informations et le semi-conducteur. Forte dégradation, on était très très bon dans les semi-conducteurs, eh bien on s'est dégradé. On s'est rétabli dans le stockage et transmission de données. Et alors, réseau sans fil 4G, 5G, on est loin de la frontière et pas d'amélioration récente, d'accord ? Et là, à nouveau, vous pouvez voir tous les trucs. Et donc, vous voyez le détail de ces secteurs. Donc, je mettrai tout ça vous aurez tout ça en copie. Alors, isolation thermique, on est bon là, on est bon. On est bon dans l'isolation thermique, ce qui est une bonne nouvelle pour la politique d'environnement. Hein, on est dans le top 5, proche de la frontière technologique. On se maintient avec comme proche concurrent la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et Singapour. Mais là, on est assez bon. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon espoir, comme entre le nucléaire et l'isolation thermique, on a le bon espoir de pouvoir être performant en matière de politique verte. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Machine agricole, on est en légère dégradation, on est quand même proche de la frontière technologique. On était vraiment leader, les meilleurs dans les années 95-90, et à présent, on ne l'est plus. On est à la 5e place, mais c'est rattrapable. On est quand même dans le peloton de tête. D'accord ? Et à nouveau, travail au sol, semences, battage, voilà. Donc on regarde dans toutes ces technologies et on est à la même chose. Alors, conception informatique de composants industriels. L'impression 3D, on a une dégradation depuis le milieu des années 2000, nous évoluons entre la 10e et la 15e place. Conception assistée par ordinateur, on est très proche de la frontière, et on était 2e en 2013. Donc ça, c'est des choses où on est relativement bon. Vous voyez, là, il ne faudrait pas beaucoup pour qu'on soit les leaders absolus. Et on voit à nouveau, donc chaque impression 3D, sauf qu'impression 3D, vous voyez quand même que là on n'est pas bon. Mais par contre, vous voyez, Computer Aided Design, là, on est très très bon. C'est intéressant de voir nos forces et nos faiblesses. Vous voyez, impression 3D, on est vraiment mauvais, là, maintenant. Mais conception c'est par ordinateur. Donc typiquement, au total, la France est dans le top 15 et le classement reste stable. Et dans plusieurs secteurs, nous nous éloignons de la frontière. Nous restons les meilleurs en nucléaire et dans l'aérospatial. Dans le peloton de tête en isolation thermique et design assisté par ordinateur, dégradation dans le secteur médical ainsi que de la pharmacie, et dégradation réelle mais potentiellement réversible dans les machines agricoles et véhicules autonomes. C'est intéressant parce que ça voit aussi où on peut investir. Si on veut vraiment faire une politique industrielle, on voit vers où on veut aller et on peut vraiment rattraper le retard. Voyez, c'est totalement rattrapable dans ces domaines-là. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu que, vous voyez, c'est intéressant simplement comme démarche, c'est-à-dire que moi je suis parti de mes masques et ça m'a amené là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà.
Donc, Covid comme révélateur. Et maintenant, enfin, on a un commissariat au plan. Enfin, on avait déjà France Stratégie, mais maintenant, on a un commissaire au plan, et c'est pris très au sérieux, quoi. Maintenant, il y a l'idée vraiment de dire il faut une politique industrielle. Je crois qu'une des grandes choses qui va sortir de ce Covid, c'est que la France va vraiment revenir. Peut-être elle ne va pas la faire comme elle la faisait dans les années 60. Il faut qu'elle réinvente la gouvernance de la politique industrielle. Ça, j'en parlerai plus tard quand je parlerai de concurrence. Mais on revient à l'idée qu'il faut une politique industrielle qui soit active et qu'il faut endiguer la désindustrialisation. Et que c'est comme ça qu'on va récupérer le contrôle de chaînes de valeur. Alors l'idée, c'est pas de dire on va réimporter les usines en Chine, c'est pas ça. C'est de dire que dans des domaines stratégiques, nous devons reconquérir une maîtrise au moins partielle des chaînes de valeur. Ça, vous le faites aussi, notamment en créant des nouvelles entreprises, en encourageant l'innovation. C'est très important. Et j'y reviendrai quand je parlerai des inégalités. C'est très important d'encourager. Ça va être beaucoup par création de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, que vous allez pouvoir reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. C'est pas parce que vous allez fermer une usine en Chine et vous allez la rapatrier en France. Et c'est par ce biais-là. Et vous voyez, ce qui est intéressant à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, elle n'a pas pratiqué une politique de tarifs à la Donald Trump, pas du tout. Ils ont innové, ils ont investi, ils ont joué le jeu de la mondialisation, mais ils se sont dit simplement, on ne se laisse pas faire. Qualification, politique scolaire qui mélange scolaire et entreprise, enfin toute une série de... Et une vraie politique industrielle. Et donc je crois que ça a payé, quoi. Ça paye sur le long terme. Voilà, donc là j'en suis, voilà, donc je vais peut-être continuer, peut-être reprendre. Vous tenez le coup, pas de pause aujourd'hui, mais vous êtes vraiment staccanoviste. Ah là là, bon, alors on reprend, alors, Covid. Je reviens à mon Covid, donc Covid économie, d'Aporama, voilà, à partir du début. Alors, oui, alors je fais comme ça, non Alors, j'en suis là. OK, donc mes chaînes de valeur, donc ça j'ai montré, d'accord? Et ça j'ai montré tout ça, d'accord? Alors, une chose très importante, ça a été cette chose-là. C'est que, quelque part, eh bien, il y a des travaux par ma collègue Dalia Marine, qui est à Munich, et un co-auteur à elle, et ils ont montré une chose très importante, c'est qu'en fait, une des manières, et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on va revenir à ça quand je vais parler d'intelligence artificielle la prochaine fois, ça c'est des travaux que je fais avec Simon, et Xavier Jaravel et Céline Antonin, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'une des manières par laquelle on endigue, disons, on répond à la mondialisation, c'est en investissant aussi dans l'automatisation des tâches. Et en fait, si vous voulez, on voit que en fait, plus on automatise, moins on a besoin d'importer des inputs d'ailleurs, parce qu'on remplace parce que quelque part, c'est vrai que le travail est peut-être moins cher en Chine, mais à partir du moment où nous, on automatise mieux, on rend le travail moins cher chez nous. D'accord ? Alors, vous allez penser qu'on détruit l'emploi, mais là, on vous montrera la prochaine fois qu'en fait, non, parce que comme on devient plus productif, eh bien, on étend son marché. Et ça compense la perte d'emploi. Et c'est ça qui explique que les grandes révolutions technologiques, contrairement à qu'à chaque fois on a cru qu'elles allaient qu'elles allaient causer du chômage massif, en fait ne l'ont jamais causé, parce que l'effet de taille de marché a largement dominé l'effet de substitution. Et c'est une chose qu'on va voir, qui est historiquement vraie, mais que nous verrons beaucoup plus en détail la prochaine fois quand je parlerai de l'effet de l'automatisation sur l'emploi en France. D'accord ? Mais c'est intéressant de voir que, eh bien, d'automatiser les tâches, de tirer avantage des révolutions des TIC et de l'intelligence artificielle est un des moyens, est un moyen beaucoup plus efficace que les tarifs. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, il ne faut pas utiliser des tarifs également, mais pour lutter contre la concurrence déloyale notamment. Mais c'est un moyen très efficace en fait, de maintenir et d'acquérir une maîtrise des chaînes de valeur. Voilà. Donc ça, c'est un thème que je montrerai, que je développerai la prochaine fois, et aussi quand je parlerai de mondialisation, mais c'est quand même très intéressant. Ça, c'est les industries dans les pays européens. Et si vous voulez, le plus on utilise... là, c'est un indice de robotisation. Il y a vraiment il y a une relation négative entre l'utilisation des robots, ce qui est une des mesures, mais nous, on en proposait une qui est meilleure, on en pense meilleure, en fait, d'automatisation, et cette mesure-là de la maîtrise des chaînes de valeur. Voilà. Plus on automatise, mieux on maîtrise les chaînes de valeur.
mais en même temps, on crée de l'emploi, parce qu'on devient plus productif et donc plus compétitif, et donc on vend dans beaucoup plus d'endroits. Alors voilà, donc ça, la première chose laquelle je m'étais interrogé, c'était les chaînes de valeur, d'accord? Donc ça a été toute cette réflexion. Et alors voilà. Alors notamment sur chaîne de valeur, mais on reviendra à ça quand on parlera de mondialisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut produire les masques ici. Ça veut vouloir dire que dans certains produits comme les masques, il faut, disons, stocker et savoir diversifier ces sources de production. Donc la mondialisation, c'est à la fois reconquérir la maîtrise dans des domaines de pointe où nous étions en pointe et où nous avons perdu, mais c'est également savoir mieux diversifier les sources et savoir stocker. Donc c'est tout ça que ça pose voilà. Donc ça, je reviendrai sur ça. Le deuxième truc, c'est le modèle social. Et là, donc je réfléchis un petit peu à ça avec André Sapir, qui est un collègue belge, qui avait produit un rapport, le rapport Sapir, et Hélène Maguin, qui est notre étudiante et collègue, et qui maintenant fait son doctorat à Leuven. Voilà. Et en gros, c'est un peu la réflexion, c'est déjà un peu le début de la réflexion sur quel type de capitalisme. En gros, on peut dire de manière un peu schématique qu'il y a le modèle américain où on a peu, en période normale, mais pas maintenant, on a peu de chômage. Évidemment, dès que ça ne va pas bien, le chômage se met à grimper. Donc en période normale, le risque de pauvreté est élevé et la couverture santé est loin d'être complète. D'accord ? Donc ça, c'est le modèle américain. D'accord ? Le modèle américain, mes collègues Acemoglu, Verdier, Robinson, alors peut-être vous pouvez ne pas aimer, je ne veux pas insulter, mais ils disent que c'est cutthroat capitalism, le capitalisme coupe-gorge. D'accord ? Donc ils appellent ça US cutthroat capitalism. Et alors les modèles, disons, allemands, européens, on a en général le risque de pauvreté comparé aux États-Unis est faible, le health coverage est plein, entier, et alors évidemment l'Allemagne, ils sont arrivés à avoir quand même du chômage faible, et nous avons du chômage élevé, d'accord ? Alors c'est Cudley, hein, hein, c'est-à-dire douillet. Donc eux c'est coupe-gorge, et disons Europe, notamment je pense aux Allemagne, Scandinavie. Et France, d'une certaine manière, c'est Cudley. Et les auteurs, c'est Acemoglu, ça se prononce Acemoglu, voilà, Robinson et Verdier. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que le Covid illustre cela très bien. Voilà. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais c'est de dire, voilà. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que, voilà, ils disent, voilà, l'US, voilà, c'est un modèle social plus dur, mais l'Europe, mais par contre, les États-Unis sont meilleurs à innover. Alors, on va regarder un petit peu. C'est vrai que si vous regardez, par exemple, les indices de Gini, le Gini, c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite en termes de revenus. Donc, s'il y avait égalité parfaite, si on gagnait tous la même chose, le Gini serait à 0. Et l'inégalité maximum, c'est à 1. D'accord ? Et le taux de pauvreté, c'est le taux de pauvreté. Et vous voyez que, évidemment, là, je regarde 2017, mais vous auriez à peu près la même chose avant le Covid. Eh bien, les États-Unis ont un Gini plus élevé que les pays, que l'Allemagne, la France et les pays scandinaves. D'accord ? Voilà, donc ce n'est pas un scoop, ça, vous le saviez. Hein, on est plus égalitaire que les Américains, quand même. D'accord. Et le risque de pauvreté est sensiblement plus faible. D'accord. Vous voyez, le Danemark, moi j'aime bien le Danemark. Vous voyez, c'est sympa le Danemark, quand même. Hein, indice Gini très faible, indice pauvreté très faible. C'est un pays sympa, quand même. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà un peu. Voilà, ça c'est sur le plan cutthroat, vous voyez. Voilà, eux, ils sont mauvais sur ces trucs-là. Ça, c'est en moyenne générale. Alors nous, on va regarder, ça c'est en période avant Covid. Et maintenant, je vais regarder quel est l'effet du Covid là-dessus. D'accord ? Et l'effet du Covid, donc là, je regarde, donc je retombe sur mes feuilles. Alors, où est-ce que je suis là ? Dans mes feuilles. Voilà. Très bien. Donc, Covid, ça j'ai fait. Voilà.
Donc, on regarde, en fait, on a des statistiques OCDE, d'accord, sur le chômage et les couvertures santé, le bureau de statistiques, le bureau de recensement américain, qui a des séries historiques sur les couvertures santé, et on a des données, on a des prédictions de FMI, d'accord. Et en fait, l'idée est la suivante. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, en gros, on connaît aux États-Unis ou dans d'autres pays la relation entre chômage et ou se retrouver en pauvreté ou perdre la couverture santé. D'accord? Donc, on calcule cette relation sur la base du passé. Ensuite, on a des prédictions de chômage. Et donc, on projette cette même relation sur le futur pour prédire le taux de pauvreté. D'ailleurs, donc, vous savez quelle était dans le passé la relation entre chômage et pauvreté ou chômage et couverture santé. Vous avez des projections FMI sur l'évolution du chômage. Donc, ça vous donnera, si vous interpolez, que vous pensez que la relation est la même entre chômage et pauvreté d'un côté, chômage et couverture santé de l'autre, ça vous donnera les mêmes, vous prédisez les évolutions, quoi. Voilà, bon, plus ou moins parfaitement, d'accord. Et donc voilà, donc les estimations sont basées sur la relation passée entre, d'abord je regarde la couverture santé, et donc je regarde, et donc je combine ce que je sais du passé sur la relation entre chômage et couverture santé d'un côté, et les prévisions chômage FMI pour les années qui viennent. Et voilà, donc, alors il y a des on fait des trucs un peu, voilà, pour les États américains qui n'ont pas appliqué l'Obamacare, on suppose que le pourcentage de gens qui n'ont pas l'assurance réagit au chômage comme ils le faisaient pendant la période 2008-2018, ce qui est assez conservateur, donc on sous-estime en fait la catastrophe. Pour les États qui avaient adopté Obamacare, on suppose que le pourcentage de gens qui n'ont pas l'assurance eh bien, demeure la même qu'en 2018, pour refléter pleinement l'effet de Obamacare. D'accord? Donc et ça vous donne ça. Alors regardez, c'est quand même ça. Ça vous montre vraiment la catastrophe du modèle social américain, quoi. C'est, regardez, donc là vous avez le chômage aux États-Unis. Bang! Regardez comme ça augmente, c'est terrible. Et ça, c'est le chômage en Allemagne. Il augmente beaucoup moins. D'accord? Et alors regardez maintenant les taux de couverture santé. Ceux qui n'ont pas, ça c'est le pourcentage de gens qui n'ont pas la couverture santé. En Allemagne, vous êtes à 0,000. Tout le monde a la couverture santé. Regardez, aux États-Unis, les malheureux. Regardez. C'est dramatique. Regardez ça. D'accord? Alors maintenant, vous regardez ça, mais vous pouvez regarder US-France. C'est pareil. Nous, la France, on est un peu comme l'Allemagne. Ça, c'est les États-Unis. Et nous, on a la couverture santé là. Nous, c'est chômage. Oui, c'est ça. Chômage, oui, c'est chômage pour nous. Et la couverture santé pour nous, tout le monde là. D'accord? Ça, c'est la couverture santé Espagne, britannique, Italie. D'accord? Et personne n'a, comme chez nous, une couverture santé, comme aux États-Unis, une couverture santé qui chute. D'accord? Donc ça, c'est quand même une grande différence. Hein. C'est important de voir ce qui se fait ailleurs, parce que souvent, nous, on oublie. On se plaint beaucoup chez nous et on oublie que vraiment ailleurs, c'est pas génial. Hein. Voilà, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on peut regarder le risque de pauvreté. Donc, c'est pareil, on fait la même méthode. On sait la relation qu'il y avait dans le passé entre être au chômage et la probabilité de tomber en pauvreté. Et du coup, on a des projections FMI sur le chômage. Donc, à nouveau, ça va nous permettre, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais là, cette fois, elles vont nous permettre de prédire le risque de se retrouver en pauvreté. D'accord? Et donc, de la même manière. Et donc, eh bien, comment je définis le risque de se trouver en pauvreté? En Allemagne, c'est la part de la population avec un revenu net qui est en dessous de 60% de la médiane, du niveau médian national. Et ça, c'est Eurostat qui vous le donne. Et le risque d'être en pauvreté aux États-Unis, c'est la part des individus qui ont un revenu qui est en dessous de 1,75 fois le niveau de pauvreté. Donc, risque de pauvreté, ça veut dire que vous êtes en pauvreté. C'est que vous risquez de vous trouver en pauvreté très rapidement. D'accord? Parce que sinon, je regarderais simplement pauvreté. Là, je regarde le risque de se trouver en pauvreté. Donc, on est un petit peu au-dessus du seuil, mais très peu au-dessus. Et là, à nouveau, les estimations sont basées sur les relations passées entre le chômage et le pourcentage des personnes en risque de se trouver en pauvreté. Et après, je projette le chômage. J'utilise les projections de chômage du FMI. Et là, à nouveau, ça c'est chômage US, chômage Allemagne, donc ça c'est comme tout à l'heure.
Vous voyez que le pourcentage des gens en pauvreté, il n'est pas nul en Allemagne, hein, ça, il y a eu des choses écrites là-dessus, donc ça, je ne vais pas vanter tous les côtés mais ce qui est important, c'est qu'il n'a pas augmenté avec le Covid, alors qu'il augmente sensiblement il augmente sensiblement aux États-Unis. Et pareil, je compare US, France, vous voyez le risque de pauvreté, la pauvreté reste stable, alors qu'elle augmente aux États-Unis. Elle reste un petit peu augmentée, tout petit peu en Espagne, mais elle augmente beaucoup plus aux États-Unis. En Angleterre, elle reste à peu près stable. Et en Italie, pareil. Vous voyez. Donc il y a quand même un modèle européen par rapport à un modèle américain de ce point de vue-là. Même, j'étais surpris parce que je pensais que le Royaume-Uni serait beaucoup plus comme mais c'est vrai qu'ils ont le National Health Service, bon, dont on peut dire beaucoup de mal, mais quand même qui est là, quoi. Et puis ils ont quand même des protections. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ça montre le Covid, montre l'importance d'avoir des filets de sécurité contre des gros chocs, d'accord ? Et c'est pour ça que, on peut vouloir que, il y a plein d'autres raisons, mais voilà une raison supplémentaire qui, à mon avis, va poser des questions profondes d'identité aux États-Unis, de dire, voilà, est-ce qu'on veut aller vers un modèle, on reconsidère le débat sur Obamacare à la lumière de ce qui vient de se passer, quoi. C'est évident que, voilà, je pense que les ennemis jurés du Obamacare, à mon avis, seront affaiblis, j'espère en tout cas, par l'épisode du Covid. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. Donc je vais parler d'un troisième aspect qui est l'innovation, d'accord ? Et donc ça c'est les brevets par habitant en France et dans les autres pays, vous voyez ? Et vous voyez ce qui est très intéressant, donc c'est les brevets par habitant. Alors là, évidemment, les brevets peuvent être bons ou mauvais, d'accord ? Après, vous pourrez regarder les brevets triadiques, mais c'est à peu près la même chose qu'on obtient, hein. Donc si je me restreins au bon brevet, j'obtiens à peu près pareil. Alors ce qui est intéressant, c'est que US et la Suède se débrouillent très bien, hein, la Suède. J'étais surpris que la Suède soit aussi bonne. Mais ça, c'est vraiment l'effet notamment des réformes des années 90, donc je reviendrai là-dessus, que nous essayons d'imiter en France en ce moment. Mais la Chine est quand même bien, c'est pas... Mais vous voyez que voilà, l'Allemagne est là et la France est un petit peu en dessous de l'Allemagne. Vous voyez un petit peu comment ça. Mais vous voyez, évidemment, les États-Unis sont très très bons. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Suédois sont très bons. Or, les Suédois, ils ont un modèle social, vous voyez. Donc, c'est intéressant. Ils arrivent à faire les deux. Et si j'avais mis le Danemark, j'aurais eu le Danemark ici aussi, je pense. Par exemple, voilà, là, je regarde sur les brevets en biotech et les brevets en biotech, et vous voyez que rapporté à la population. Alors, c'est le nombre total, hein, donc au CDE, mais vous voyez que les États-Unis sont très au-dessus de l'Europe à 27, et la Chine, la Chine augmente, mais enfin, elle est quand même très en dessous. Et vous voyez qu'à nouveau, les États-Unis sont quand même très au-dessus de nous, même dans le domaine des biotech. Et regardez, là, c'est les brevets biotech par million d'habitants. Et regardez là, c'est quand même extraordinaire. Les États-Unis sont quand même très devant nous, quoi. Ils sont très bons. Voilà. Et pourquoi ils sont très bons ? Parce qu'ils savent financer, ils ont un écosystème de l'innovation. Et je dirais quelques mots sur l'écosystème de l'innovation. On a tout un chapitre de notre livre avec Simon sur ça. Qui s'appelle « Financer la destruction créatrice ». D'accord ? Mais voilà. Mais c'est intéressant de voir ça. Vous voyez, c'est pas du tout... Vous voyez, les États-Unis, c'est très au-dessus des autres. Voilà. Et alors maintenant, c'est très intéressant ce chiffre. Il y a ce qu'on appelle la BARDA. Vous voyez, moi, je vais vous embêter avec mes DARPA, mes BARDA. Je suis un fan des BARDA et des DARPA. Voilà, c'est des moyens de faire de la politique industrielle intelligente, de stimuler l'innovation par la politique industrielle. Mais politique industrielle qui est très différente du top-down des années 60. C'est un mélange de top-down et de bottom-up. En gros, l'histoire des DARPA, ça commence pendant la guerre froide aux États-Unis. Ils voient que les Soviétiques mettent un homme dans l'espace. Ils disent, nous, c'est très important de pouvoir mettre un homme dans l'espace. Donc, ils savent qu'ils veulent faire des innovations de rupture. Et ils ont les missions sont bien définies. La recherche fondamentale est faite, mais il faut coordonner des ressources pour passer de la recherche fondamentale aux applications. Et ils trouvent un truc formidable. Ils disent, voilà, le ministère de la Défense va mettre beaucoup d'argent, 3 milliards par an, je crois, un truc énorme, et on va créer des équipes. On va nommer des chefs d'équipe qui sont des universitaires ou des industriels. Et ces gens-là ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent embaucher des gens dans des labs, des gens dans les industries. Ils ont ce qu'ils veulent, mais ils ont une mission claire et on peut vérifier s'ils progressent ou pas. Et au bout de 3 ans, on change et on voit s'ils ont accompli la mission ou pas. Ça a été formidable. C'est la DARPA qui a permis de faire beaucoup de progrès dans l'espace, le laser, le GPS, plein d'inventions aux États-Unis proviennent beaucoup du DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Et c'est un mélange de top-down et de bottom-up, puisque l'argent vient d'en haut, mais c'est des chefs d'équipe qui gèrent. Donc, vous savez, souvent, la politique industrielle, le problème qu'on a, c'est que chacun vient vous voir, dire « Mais donnez-moi à moi, pourquoi vous ne donnez pas aux autres ?» Et on tape à Bercy pour demander. Tu vois, et c'est celui qui crie le plus fort qui obtient le plus. Mais avec la DARPA, ça ne marche pas, parce que tu ne vas pas taper au ministère. C'est le chef d'équipe qui s'occupe de ça. Donc, ça bloque beaucoup ce côté influence cost, comme on dit en anglais. D'accord ? C'était un truc. Alors, une fois qu'ils ont fait la DARPA Défense, les Américains, ils ont dit « Maintenant, on va faire ARPA Énergie. » Donc, ils ont fait un truc énergie, qui a été très performante. Et ils ont créé ensuite en biologie la BARDA, Biologic Advanced Research Development Agency. Et la BARDA est hyper agressive sur les vaccins. C'est eux qui sont allés voir Sanofi pour dire allez, hop, on vous achète tout, on fait tout. Ils sont incroyables. Regardez la BARDA. Regardez la BARDA, tout ce qu'ils mettent. Regardez le budget de la BARDA, 11 milliards. Vous voyez ? Et alors l'Europe à côté, c'est rikiki. Regardez, 1, 2... Vous voyez, on est très en dessous. D'où l'importance de créer une BARDA européenne. Et là, justement, j'étais ravi parce que Mme von der Leyen a dit on va créer une BARDA européenne. Enfin, et nous, on est très en deçà de ce que font les Américains. Mettez-vous que sur la santé, ils ont la NSF. La NSF, c'est la National Science Foundation. C'est une ANR, mais une super ANR. L'ANR, c'est tout petit comparé à la NSF. Ça, c'est pour la recherche fondamentale. Ils ont le NIH, qui est le National Institute of Health, qui est une super agence de recherche. Ils ont la BARDA. Et ils ont des trucs privés de mécénat, la HMI, dont on a parlé dans le livre, et qu'on a parlé ici, qui finance les super chercheurs. Donc ils ont un appareillage extraordinaire. Ils ont des venture capitalistes qui sont extraordinaires aux États-Unis, qui ont été eux-mêmes des entrepreneurs qui ont réussi et qui se transforment eux-mêmes en venture capitalistes. Ils ont les investisseurs institutionnels qui jouent un énorme rôle dans l'innovation. Ils ont tout un écosystème de l'innovation que nous sommes encore très très loin d'avoir en Europe. Voilà. Et donc là, c'est une énorme. Là, on doit faire énormément d'efforts parce que vous voyez, regardez, les montants n'ont rien à voir. Et là, je ne regarde que la BARDA ou l'équivalent de la BARDA, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous dit que c'est vrai qu'ils ont été très mauvais, les Américains, sur le plan du modèle social, mais en même temps, en termes d'innovation, ils sont très bons. Ils sont très bons. Et les universités sont très financées. Je veux dire, quand un Français qu'une université en France, et on va visiter une université aux États-Unis, on parle de la misère à la richesse, quoi. Je veux dire, c'est sans commune mesure. Les conditions de travail sont incomparables. Donc, si vous voulez, il y a une vraie culture de l'innovation, un vrai écosystème de l'innovation. Et c'est très important. Et le défi, si vous voulez, entre mon cutthroat et mon Cudley, c'est que je veux garder le modèle protecteur, mais ça n'empêche pas de nous doter vraiment d'outils pour l'innovation. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est ou l'un ou l'autre, et nous, notre vision à nous, c'est que ce n'est pas un ou, c'est un et. On peut faire et l'un et l'autre. Et l'exemple, ça a été les pays scandinaves. Les pays scandinaves ont été des pays donc formidablement protecteurs, et ils ont pris certaines mesures dans les années 90 qui en ont fait des pays beaucoup plus innovants qu'ils étaient avant. Donc on peut vraiment tout à fait avoir du « et ce n'est pas du « ou ». Et c'est ça le défi pour nous du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est une force extraordinaire, mais il doit être à la fois vous donner de l'innovation, parce que c'est l'innovation qui va nous guérir. C'est sans l'innovation, on n'aura pas de vaccin. C'est très clair, l'innovation. Ce n'est pas maintenant qu'il faut expliquer qu'il faut l'innovation. Tout le monde est convaincu qu'il faut l'innovation. On est là à attendre le vaccin. Mais en même temps, il faut protéger. Et c'est ça le défi. Il faut un modèle à la fois protecteur et qui soit vert, qui fasse une croissance verte. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc... Alors, je vais parler d'un dernier aspect, c'est l'aspect de la société civile. Et là, il y a eu des travaux intéressants. Il y a eu d'abord un livre de Acemoglu, le même, et Robinson, qui s'appelle le corridor étroit. J'en avais parlé un peu l'an dernier dans mon cours, en disant qu'entre l'État et la société civile, à chaque niveau de développement, il faut veiller à ne jamais tomber dans trop d'États, un léviathan absolu, ou dans trop de sociétés civiles sans État, ce qu'on appelle un léviathan absent, un peu de l'anarchie, et qu'on veut un peu un mélange d'État et de société civile. Et il y a eu donc des travaux récents de Bowles et Carlin qui ont montré que ceux qui se débrouillent bien dans le Covid, eh bien, il y a de la société civile, mais ils vont montrer autre chose, et je vais y arriver. Et nous, on montre avec Simon et Céline Antonin dans le livre que pour avoir de l'innovation et pour être un système vraiment innovant, qui vous donne vraiment une destruction créatrice, mais qui soit vraiment inclusive et verte, eh bien, c'est idéal. Il faut les composants dont parlent Carlin et Bowles. Voilà. Eux, ils l'ont fait pour d'autres choses que l'innovation, mais c'est important pour l'innovation. En gros, l'idée est la suivante. L'idée est suivante, c'est de dire d'abord, il vous faut le marché. Sans marché,
vous n'aurez pas, vous avez beaucoup moins d'innovation. Les sociétés, il y a eu des essais de sociétés entièrement étatisées. Et ça donne... Alors, il y a eu de l'innovation en Union soviétique, c'était dans un domaine, c'était le domaine de la défense, parce qu'il y avait la concurrence avec les États-Unis. C'était pour ça qu'il y avait de l'innovation. Donc là, la concurrence était un stimulant d'innovation. Mais par contre, ils étaient toujours très bons en recherche fondamentale. Ils ont eu des formidables mathématiciens en Union soviétique, toujours. Mais on ne passait pas vraiment de la recherche fondamentale à l'innovation, sauf dans le domaine spatial et défense, parce qu'il y avait la concurrence américaine qui poussait à l'innovation. Mais on sait que c'est très important d'avoir, et historiquement, on sait que c'est très important d'avoir des institutions qui favorisent l'innovation. Ces institutions, c'est la protection des droits de propriété, c'est une certaine liberté de circulation des idées, c'est la concurrence qui est très importante, elle stimule la concurrence, c'est elle qui fait l'entrée et la sortie. Si on veut la destruction créatrice, je veux des nouvelles firmes qui rentrent, des firmes qui sortent. Tout ça, c'est le marché qui vous le donne. Si vous n'avez pas le marché, vous n'avez pas la concurrence, vous n'avez pas l'incitation à innover de la même manière. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un pilier, quoi. Historiquement, les innovations sont venues pour l'essentiel d'économie de marché. Voilà, donc c'est une chose très importante. Mais en même temps, il faut l'État. Pourquoi il faut l'État? On le voit bien avec le Covid. Il faut l'État pour vous protéger. Il faut l'État pour assurer contre les risques macroéconomiques, par exemple une grosse récession. Les stabilisateurs automatiques, c'est l'État qui garantit un revenu, qui garantit la consommation. Si j'avais pas l'État, eh bien la consommation aurait chuté comme le PIB de 10%. Elle n'a chuté que de 2% parce qu'il y a l'État qui vous a assuré, qui donne à la fois des stabilisateurs automatiques aux citoyens et aux firmes et aux entreprises. Donc on a besoin de l'État, puis on a besoin de l'État comme investisseur. C'est-à-dire que l'État, on sait que l'éducation, eh bien quand vous investissez en éducation, c'est bon pour vous, mais vous n'internalisez pas les externalités que ça a sur les autres, l'État le fait. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un investissement public dans l'éducation. De la même chose, la santé. Si vous êtes en bonne santé, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour tout le monde. D'où l'importance d'un investissement public dans la santé. Donc il faut l'État assureur et l'État investisseur. Donc on a besoin de l'État. Et on a aussi besoin de l'État pour redistribuer. Il faut une société harmonieuse. Il faut que, là, le risque de pauvreté, etc. Donc on a besoin de l'État. Donc il faut le marché et l'État. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut le troisième élément. Et le troisième élément, c'est la société civile. Et ça, on a vu le rôle de la société civile avec le Covid notamment. Parce que, en fait, alors la société civile, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais la société civile, c'est nos rapports de réciprocité, notre altruisme, le fait que vous portez des masques parce que vous savez que vous pouvez donner la maladie à quelqu'un d'autre, la notion de justice dans vos relations, c'est les normes sociales, vous voyez. Et pourquoi la société civile est importante? C'est parce que d'abord, il y a des normes qu'on fait vivre, et puis la société civile, elle a un rôle, si elle n'était pas là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passerait? Le marché peut-être produirait de l'innovation, mais vous savez, le problème avec la destruction créatrice, c'est que les innovateurs d'hier deviennent des firmes, des intérêts acquis aujourd'hui, qui veulent empêcher de nouveaux innovateurs. Et la tentation est très grande pour ces gens-là de faire collusion avec le pouvoir. Mais la société civile, elle est là pour empêcher ça, si elle peut. On a besoin de la société civile pour veiller à ce qu'une telle collusion n'ait pas lieu. Et plus généralement, à s'assurer que la séparation des pouvoirs qui limite le pouvoir de l'exécutif, c'est important qu'il y ait un pouvoir de l'exécutif, mais qui soit en même temps contrôlé et limité, que cette limitation qui est légale soit effective. Si vous n'aviez pas la société civile, eh bien, ce qui est dans la loi n'aurait pas de contenu. C'est la société civile qui est là pour garantir, pour veiller à ce que cette séparation des pouvoirs soit effective. Donc c'est très important d'avoir le triangle. Le marché est important, l'État est important comme assureur, investisseur, et la société civile est importante pour veiller à ce que l'État fonctionne bien, qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir de l'État, qu'il n'y ait pas de collusion illicite entre l'État et le marché, et que la création destructrice puisse fonctionner, mais également est importante pour que dans les relations, eh bien, la chose se passe bien. Donc, en particulier, eh bien, ils pensent que, si vous voulez, dans la gestion du Covid, ils prennent l'exemple de l'Allemagne, du Portugal, de la Corée du Sud, eh bien, ça a été important d'avoir l'État. Alors, vous voyez, dans l'histoire du Covid, on a eu besoin de l'État pour à la fois assurer, mais aussi pour forcer le confinement. Il fallait confiner. Et là, vous aviez besoin de la coercition. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Ce qui est intéressant avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Allemagne, c'est que tout n'a pas reposé sur la coercition. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens avaient... par exemple, moi, j'avais des amis en Allemagne, ils me disaient, nous, on peut sortir plus qu'1 heure par jour. Bon, ils avaient plus de respirateurs que nous, hein, et plus de tests que nous. Mais en même temps, il y avait une autodiscipline. En Suède, par exemple...
Eh bien, en Suède, ils n'ont pas fait le confinement comme chez nous. Ils ont conseillé à certaines catégories de la population de rester chez eux, mais il n'y a pas eu de confinement obligatoire. Alors, ils ont eu plus de décès qu'au Danemark et en Finlande, mais finalement pas tellement plus que nous, en proportion de la population, avec une chute du PIB moindre, parce qu'ils n'ont pas confiné de manière aussi dramatique. C'est-à-dire, il y a plus de poids à la société civile. Vous voyez, la société civile a joué son rôle. Au Portugal aussi, c'est vraiment davantage, par exemple les hôtels au Portugal, les hôteliers ont mis leurs hôtels très vite à la disposition pour pouvoir loger des gens, etc. Nous, ça a été beaucoup plus lent. Et donc, c'est intéressant de voir que la société civile peut compléter l'action et que le Covid également montre ça. Donc, si vous voulez, voilà, donc le point que font Bowles et Carlin, c'est de dire, dans la lutte contre le Covid, l'innovation sera fondamentale, donc le marché, les incitations à innover, ça sera important, l'État fondamental pour protéger, etc., et aussi assurer une certaine discipline, mais en même temps, la société civile est également importante parce qu'ils ont, par exemple, la distance sociale, eh bien, ça a été très important d'avoir des comportements sociaux et qui ne sont pas pris en compte dans les modèles épidémiologiques, typiquement, et qui ont également joué un rôle très important. Vous voyez, le Portugal a eu une performance qui était bien meilleure que l'Espagne, mais pas tellement parce qu'ils ont inventé le vaccin, ni rien. Ils ont eu une vraie politique de santé publique avec un rôle très important de la société civile. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'ils veulent mettre en évidence, c'est le rôle de la société civile et de la confiance entre les citoyens. Et donc, c'est important parce que, un petit peu ce qui s'est passé chez nous, c'est que c'est très bien, l'État a dit « Allez, on reste chez eux, vous ne pouvez pas sortir de chez vous plus qu'1 heure, etc. » Qu'est-ce qui s'est passé avec des règles très strictes? C'est qu'il y a d'abord des gens qui ont commencé à tricher. J'ai eu un certain nombre de personnes qui ont quitté les zones métropolitaines pendant les vacances de Pâques et qui sont partis dans leur résidence secondaire. Et donc, il y a un peu le problème, c'est-à-dire de dire la coercition, c'est très important, mais quand il y en a trop, ça peut être contre-productif par rapport aux efforts que peut faire la société civile. Parce qu'on peut tomber dans un équilibre de coercition et de tricherie, vous voyez, comme à l'école primaire, vous voyez. Donc, jusqu'où il faut... Voilà, il y a un niveau optimal de coercition. Un peu de coercition est indispensable. Trop de coercition peut être contre-productif parce qu'elle réduit la réponse de la société civile, vous voyez. Et ça, alors, ça ramène à des recherches que moi j'avais faites il y a quelques années, avec Yann Algan. Évidemment, si on travaille sur la confiance, le faire sans Yann Algan, c'est bizarre. Voilà, avec Pierre Cahuc et André Schleifer, qui est à Harvard. Et on avait fait un papier qui s'appelait Regulation and Distrust, réglementation et défiance, d'accord, et qui est dans le Quarterly Journal of Economics. Et on avait regardé des mesures, et on avait vu des comparaisons entre pays. Et on avait vu la chose suivante. Alors que je retrouve mes pages. Alors, où est-ce que je suis là? Voilà, je ne sais plus où je suis. Voilà, je perds mes pages. Bon, enfin, de toute façon, ce n'est pas grave. Je vais retrouver sur la base de ce que j'avais avant. Voilà. J'y arrive. Ça y est. Voilà. Alors, les données sur la défiance viennent du World Value Survey. On pose des questions suivantes. Est-ce qu'en général, les gens on peut faire confiance aux autres? Est-ce qu'en général, on peut faire confiance au gouvernement ou il faut tricher? Ou est-ce que ça vous paraît légitime de tricher? Est-ce que vous avez vous-même beaucoup de confiance ou peu de confiance dans les grandes entreprises, dans les syndicats, dans la justice, dans le système politique? Donc on construit des indices de défiance ou de confiance par opposé, d'accord? Et là, donc ça, c'est la mesure à droite. Plus on va à droite, plus il y a de la défiance. Et puis, on construit des mesures de réglementation de l'entrée. Alors ça, c'est par exemple mesuré par le nombre de procédures pour pouvoir créer une entreprise. Vous savez, des endroits pour créer une entreprise, il faut passer par plein de procédures. Eh bien, c'est une mesure de réglementation de l'entrée. Plus il y en a, plus c'est difficile de rentrer. Eh bien, on voit une relation très clairement positive entre défiance et réglementation de l'entrée. Plus il y a de la réglementation, plus il y a de la défiance. Alors, c'est vrai sur le marché du travail. Ça, c'est différents pays. Donc, par exemple, très intéressant, les pays scandinaves, c'est des pays où il y a moins de régulation et il y a beaucoup de confiance. Vous voyez? Et alors, le Brésil, vous voyez, là, le Venezuela, donc là, évidemment, on est totalement à l'opposé. Vous voyez? Alors, on peut regarder également la rigidité. On peut toujours la même mesure de défiance,
mais on peut regarder rigidité de l'emploi. Alors, comment on construit cette mesure de rigidité de l'emploi? C'est en fait une mesure qui agrège plusieurs sous-mesures. La difficulté à l'embauche, la difficulté de licencier, la rigidité des heures, le manque de flexibilité dans le salaire minimum, est-ce qu'il est régional, pas régional, etc. Et donc, on construit un indice de réglementation du marché du travail, un indice au CDE. Et on voit à nouveau une relation très positive. Les pays d'ailleurs scandinaves, sont toujours vers la gauche. Ils ont relativement moins de rigidité et plus de confiance. Et d'ailleurs, la relation, elle va dans les deux sens. Quelque part, quand vous avez beaucoup de réglementation, eh bien, vous n'investissez pas dans la confiance mutuelle. Si l'État fait tout pour moi, je n'ai pas besoin d'investir dans la confiance avec vous. J'investis dans la confiance avec vous parce qu'on nous laisse négocier. C'est pour ça que, par exemple, on pousse beaucoup dans la négociation au sein de l'entreprise, qu'il faudrait que beaucoup plus les négociations soient... Parce que ça pousserait à créer de la confiance entre partenaires sociaux. C'est très important. Si l'État décide tout d'en haut, si tout est décidé d'en haut, il n'y a aucune incitation à investir dans la confiance. Mais la causalité est inverse également. Dans un pays sans confiance, il y a une énorme demande pour des réglementations. Et nous, c'est comme ça. Nous, on n'a aucune confiance aux autres, mais on demande l'État. Mais on le déteste, mais on le demande. C'est ça l'équilibre en France. En Suède, c'est différent. On repose beaucoup plus sur soi-même les relations avec les autres, et du coup, la demande d'État n'est pas la même, d'accord? Et parce que l'État est moins coercitif, ça pousse les gens à construire des relations. Vous voyez, la causalité, elle est dans les deux sens. Mais le tout, c'est comment je peux passer d'un équilibre, l'équilibre français qui est beaucoup de défiance, beaucoup de réglementation, à un équilibre plus scandinave qui est moins de réglementation et plus de confiance. Donc ça, c'est toute la difficulté qui est posée. Ouais. Alors, court formalisme, qu'est-ce que c'est court formalisme? C'est le nombre de procédures statutaires d'intervention dans le processus judiciaire. C'est la capacité, disons qu'il y a des endroits où, par exemple, où les cours ont une grande autonomie de décision et on n'intervient pas ils n'ont pas de 36 000 procédures à suivre. Et dans certains pays, en fait, elles ont très peu de liberté de décider en bas. C'est en fait un modèle de justice très centralisé. Plus vous êtes à droite, plus vous êtes en haut, je veux dire, plus vous avez une centralisation de la justice. C'est-à-dire les cours peuvent décider de très peu de choses, elles doivent suivre plein de procédures, tandis que dans des pays, plus on descend dans cet indice, plus elles ont une autonomie, une flexibilité de décider. Et on voit que également, alors là, c'est la confiance que j'ai. Là, c'est la défiance, c'est distrust. Donc là, il y a un typo. Ça devrait être distrust. La court formalisme va de pair avec la défiance. Et on peut voir tous les indices là. C'est-à-dire que, eh bien, la méfiance dans les autres, très corrélée avec la réglementation de l'entrée, avec la réglementation du marché du travail, avec le court formalisme. Et on peut regarder le fait de ne pas être civique, qu'on trouve que c'est normal de ne pas avoir des comportements civiques. Je ne fais pas confiance à la justice, je ne fais pas confiance dans les fonctionnaires, je ne fais pas confiance dans le Parlement, je ne fais pas confiance dans les compagnies. C'est très, très corrélé avec, par exemple, la réglementation de l'entrée. La même chose serait vraie avec la réglementation sur le marché du travail. Donc, c'est très intéressant, c'est que le Covid nous oblige, nous, en France, à dire, voilà, on a trop reposé sur l'État au détriment de la société civile. On n'a pas suffisamment pris en compte la société civile. Alors, comment on peut passer à un modèle où le dialogue social joue un rôle plus grand, où le dialogue au niveau territorial joue un rôle plus important? L'État est là, mais on attend aussi beaucoup des négociations au sein de... Voilà, qu'il y ait vraiment que la société civile se prenne en main. Alors donc, en gros, si vous voulez, la conclusion de cette partie, c'est que le Covid est un révélateur. Sur les chaînes de valeur, eh bien, les pays qui exportaient très peu de produits anti-Covid ont souffert davantage, c'est-à-dire à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. D'accord? Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut simplement... Il y en a qui pensent que tout le problème, c'était qu'on aurait dû stocker des masques, mais on n'avait rien à changer dans les chaînes de valeur. Il y en a d'autres qui disent, mais si on fait une politique industrielle, sur quel secteur on se concentre? Est-ce qu'il faut privilégier certains secteurs? Par exemple, santé, énergie, digitale. Est-ce qu'il faut faire des DARPA dans chacun de ces domaines ou pas? Quel genre de politique, instruments de politique économique pour pousser notre industrie? C'est bien qu'il y a ce qu'on appelle des instruments horizontaux, c'est-à-dire je pousse l'innovation en général, je fais des réformes qui rendent l'innovation, qui encouragent l'innovation. Donc ça, c'est par exemple les réformes fiscales ou par exemple la mobilité sur le marché du travail, etc. L'éducation, tout ça, c'est des réformes horizontales qui vont favoriser l'innovation de manière générale. Mais il y a aussi les politiques verticales, il y a peut-être des secteurs à privilégier.
Et donc, comment je les privilégie? Est-ce que je le fais d'une manière où je choisis une entreprise ou d'une manière où je préserve la concurrence au sein de ces secteurs? Comment je fais ça? Est-ce que je reconquiers la maîtrise des chaînes de valeur par le protectionnisme ou par l'investissement? Quelle est l'importance des nouveaux entrants? Est-ce que c'est simplement avec les firmes en place ou est-ce qu'il faut que je me repose beaucoup sur les nouveaux entrants? On avait avant une politique industrielle où c'était beaucoup j'aide des champions nationaux et eux se débrouillent après avec leurs sous-traitants. Est-ce qu'il faut avoir cette vision-là de la politique industrielle ou avoir une vision beaucoup plus ouverte sur des nouveaux entrants dans les secteurs concernés? Et puis il y a tout le débat sur le rôle de l'automation et l'automatisation et de la robotisation. Est-ce que je taxe les robots? Est-ce que je ne les taxe pas? Quelle est la politique à l'égard de ça? Vous voyez, tout ça, c'est tout ça relié aux chaînes de valeur. Ensuite se pose le problème du modèle social. Est-ce qu'on peut rendre le capitalisme américain plus douillet sans qu'il soit moins innovant? Est-ce que, inversement, on peut rendre le nôtre plus innovant sans porter atteinte au modèle social? Donc ça, c'est le grand truc. Donc là, je vous avais donné donc, les brevets, voilà, toujours l'Amérique est très en dessus de nous en moyenne de brevets, mais en Gini, qui également, ils sont moins bons que nous. Et puis donc voilà, donc, et de manière générale, ben voilà, et alors se pose la question, comment je peux donner un rôle plus important à la société civile, le dialogue social, la décentralisation. Par exemple, en Allemagne, les décisions sont très décentralisées. Est-ce que ça aide ou est très déconcentré? Est-ce qu'il y a des réformes du système politique qu'il faut accomplir de façon à ce qu'il y ait davantage de dialogue avec l'opposition, par exemple? Est-ce qu'il faut aller vers plus de proportionnel? Est-ce qu'il faut créer d'autres instances? Voilà, donc, donc ça va très au-delà du pur économique, ça va même sur comment je réforme le système politique, comment je réforme le degré de concentration ou de déconcentration du pouvoir et le dialogue social. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Et donc, prenez soin de vous. Merci de votre patience.